Si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est que vous en voulez encore. Plus d'horreur, plus de frissons, plus d'angoisse. Ou alors vous voulez simplement vous endormir sur fond de récits réels et flippants. Eh bien, laissez-moi vous dire que vous êtes au parfait endroit parce que ce soir, on vous a préparé une compilation de 19 histoires parmi les plus flippantes qu'on ait racontées sur la chaîne. Petite précision, les récits concernant Discord sont de pire en pire jusqu'à atteindre les tréfonds les plus obscurs. Alors mettez le volume bien à fond, installez-vous confortablement, abonnez-vous et likez la vidéo si elle vous a plu, et débutons ensemble avec cette première histoire. Nous sommes un soir d'été alors que Jade dort chez une amie. L'ambiance est hyper chill. Les deux filles sont potes depuis très longtemps et donc elles ont l'habitude de passer du temps ensemble. Sauf que bon, cette soirée-là s'est passée différemment. En pleine nuit, vers 4 h du mat à peu près, Jade n'arrive toujours pas à trouver le sommeil. Alors que son amie, elle, dort profondément, Jade se sent mal à l'aise. À cette époque, à 21 ans, elle traverse une période très difficile, notamment marquée par des problèmes psychologiques plutôt importants. Et donc, en pleine nuit, emmitouflée dans son lit, Jade commence à paniquer. Franchement, elle ne sait vraiment pas pourquoi, mais elle ne peut plus rester une seconde de plus dans cette chambre. En plus de ça, c'est un peu un cercle vicieux. Elle stresse, mais elle ne veut pas déranger sa pote, donc elle se force à dormir, mais elle n'y arrive pas, donc ça la stresse, bref, vous avez compris l'idée. Heureusement, elle vit chez son père, qui est à seulement 15 minutes de marche à peu près. Elle prend donc sa décision. Ne supportant plus ce silence et cette chambre qui l'oppresse littéralement, elle décide de partir en laissant dormir son amie. Silencieusement, Jade prépare ses affaires et écrit un petit mot sur un post-it pour prévenir sa pote qu'elle rentre chez elle. Elle sort alors de la maison dans la nuit noire où il fait froid alors que les lampadaires sont éteints. Elle ne voit tellement rien que pour se guider dans l'obscurité, elle est même obligée d'utiliser la lampe torche de son téléphone. Mais au moins, enfin, elle arrive à respirer. Sa crise de panique cesse enfin alors qu'elle se retrouve dehors à respirer de l'air frais. Mais sa sensation de bonheur ne va malheureusement pas durer très longtemps. Alors qu'elle marche pendant environ 2 minutes, elle commence à nouveau à ressentir un sentiment de malaise. Sauf que cette fois c'est un peu différent, ce n'est pas du tout le même malaise qu'elle ressentait dans la chambre de sa pote. 1 minute plus tard, elle entend comme un bruit derrière elle. Bon, c'est un son qui est assez facilement reconnaissable, c'est le moteur d'une voiture qui arrive de derrière elle. Le problème, c'est qu'elle ne voit aucun phare censé éclairer la route. C'est alors qu'elle comprend qu'une voiture avec les phares éteints la suit. Bon, un petit peu stressée, Jade jette un petit coup d'œil derrière elle et remarque qu'il s'agit d'une voiture rouge. Immédiatement, elle accélère le pas et cherche du regard un endroit pour commencer à se cacher. Le stress monte sérieusement en elle. Elle essaye au maximum de relativiser en se disant que ça n'a peut-être rien à voir avec elle, mais tous les scénarios qu'elle se fait dans sa tête ne vont pas dans ce sens-là. C'est alors qu'elle trouve un petit recoin dans la rue et s'y glisse rapidement pour s'y cacher. La voiture derrière elle s'arrête et Jade entend 2 portières s'ouvrir. 2 hommes en sortent et commencent à parler discrètement, sauf que Jade arrive à entendre ce qu'ils disent. Ah, elle était là, elle a pas pu disparaître comme ça. Bon, cette fois, c'est officiel, les hommes sont bel et bien à sa recherche. Et en plus de ça, ils ne lui veulent certainement pas du bien. Complètement terrifiée, elle décide de ramper par terre en essayant de faire le moins de bruit possible. On vous le rappelle, les hommes sont littéralement à quelques mètres d'elle, en train de scruter l'horizon tout en la cherchant. Complètement terrifiée, elle arrive tant bien que mal à se cacher sous une voiture stationnée à proximité. Les hommes continuent à la chercher alors qu'ils s'énervent de plus en plus, puis soudainement, une sonnerie de téléphone retentit. Les hommes commencent à parler à une tierce personne. Jade comprend que c'est très certainement celle qui les a envoyés ici, parce qu'elle entend un des agresseurs dire « Ah, on en avait une parfaite, mais elle nous a échappé. » Cette phrase glace le sang de Jade. Quelques secondes après avoir entendu les hommes remonter dans leur voiture et démarrer, Jade attend et décide de compter jusqu'à 2000 pour être sûre qu'elle est bien en sécurité. Elle est donc là, sous une voiture en pleine nuit, alors qu'il n'y a plus personne dans la rue à compter tranquillement jusqu'à 2000. Il faut l'avouer, la situation est quand même plus qu'atypique. Quand elle atteint finalement son ombre, elle sort prudemment de sa cachette et court le plus vite possible vers chez elle. Et alors qu'elle est littéralement en train de sprinter, à 1 minute à peine de sa maison, elle reconnaît la voiture rouge. Jade décide donc de s'arrêter brièvement et, bien que essoufflée, prend rapidement une photo de la plaque d'immatriculation avant de se précipiter à l'intérieur de chez elle. En panique totale, elle réveille son père et lui raconte tout ce qu'il vient de se passer. Ensemble, ils cherchent sur un moteur de recherche d'analyse de plaques d'immatriculation, celle qu'elle vient de photographier. Et ils en trouvent une. Le modèle correspond, mais pas la couleur. Sur le site, la voiture est censée être noire et non rouge. Malheureusement, Jade décide de ne pas porter plainte. Mais depuis cette nuit, elle ne sort plus seule dans l'obscurité. Cette expérience a éveillé en elle une hyper vigilance
vis-à-vis des véhicules et des personnes qui pourraient la suivre dans la rue. Chaque soir, lorsqu'elle repense à cette nuit, elle se rappelle la peur intense et la chance qu'elle a eue de rentrer saine et sauve. Maddie est un jeune garçon de 8 ans lorsque l'histoire qu'il nous raconte ce soir se déroule. Lui et sa famille vivent dans une grande ville en Afrique qu'il ne nous précise pas. Depuis toujours, il y vit avec ses parents, son grand frère et sa petite sœur. C'est une période de changement pour Maddie car ils viennent juste de déménager dans une nouvelle maison. Et un jour, après une journée épuisante, Maddie va directement se coucher. Le lendemain matin, il se réveille pour trouver son frère assis sur son lit. Un peu intrigué, il lui demande ce qu'il fait là. Et c'est alors que son frère lui annonce une nouvelle effrayante. Un intrus a tenté de pénétrer dans leur maison pendant la nuit. Parce que oui, il faut quand même le savoir, il y a un mur de 2 mètres qui entoure la propriété, mais ce n'est absolument pas ce qui l'a arrêté. L'individu a tout de même très bien réussi à escalader le mur, atteignant une terrasse qui sert de salle de jeu pour les enfants. Mais heureusement pour tout le monde, c'est là qu'il s'est retrouvé bloqué et qu'il n'a pas réussi à rentrer car la porte n'a pas voulu céder. Il s'est alors retrouvé sur la terrasse, sans rien pouvoir faire d'autre que voler quelques jouets en plastique et sans valeur qui traînaient sur la terrasse. Bon, c'est une anecdote assez flippante en soi pour Maddie, qui, on vous le rappelle, n'a que 8 ans quand même. Ça ne fait clairement jamais plaisir de savoir que quelqu'un a essayé de rentrer chez soi alors qu'on était en plus de ça dans la maison. Bref, il faudra attendre 2 mois pour qu'un autre événement étrange se produise. Et tout commence alors que le père de Maddie remarque qu'il y a des fuites au plafond à chaque fois qu'il pleut. Excédé parce que clairement c'est un peu chiant, il décide d'examiner le toit avec une échelle. Pour que vous compreniez ce qu'il va y découvrir, il faut tout d'abord que vous sachiez à peu près à quoi ressemble la maison. Cette dernière a un toit qui est complètement plat. Il n'y a pas de pente donc on peut totalement circuler dessus de manière assez facile, tant bien qu'on arrive à l'atteindre parce que la maison a plusieurs étages. Bref, revenons-en au père de Maddie qui découvre quelque chose d'étrange sur le toit de sa propre maison. Un genre de tout petit cabane de 1 mètre sur 1 mètre à peine. Bon, sur le coup, il trouve ça vraiment bizarre, mais il se dit que c'est vraisemblablement un débarras laissé par les anciens propriétaires. Cette découverte le laisse perplexe, mais bon, il n'y fait pas gaffe du tout et passe très vite à autre chose. Encore une fois, quelques mois passent sans incident. Mais cette cabane sur le toit va très vite revenir hanter la famille. Pendant une période, Maddie traverse une phase difficile. Son père, ayant été sélectionné parmi de nombreux candidats pour travailler à l'étranger, est souvent absent. En tout, il ne rentre qu'une fois environ tous les 2 mois, ce qui n'est pas beaucoup pour le jeune garçon. C'est donc une période pendant laquelle Maddie passe beaucoup de temps dans sa chambre. Il aime bien jouer à des jeux et s'occuper de l'esprit pour ne pas penser au fait que son père lui manque tout simplement, c'est assez triste. Et justement, c'est pendant ces petites phases de solitude que Maddie commence à entendre des petits bruits de pas sur le toit. D'abord, il pense que c'est seulement son imagination. Mais en parlant un peu à sa famille, il réalise très vite qu'il n'est pas le seul à les entendre. Malheureusement, malgré tous ces indices, personne ne prête réellement attention à ces bruits. Tout le monde essaye de se rassurer en se disant qu'il s'agit certainement d'oiseaux ou peut-être même des chats, même si vous imaginez que si on vous en parle, c'est que ce n'est pas le cas. Quelques jours plus tard, en plein après-midi, la mère de Maddie demande à tous les membres de la famille de fermer les portes. Quand le jeune garçon lui demande pourquoi, elle répond qu'elle a un mauvais pressentiment, comme si quelque chose de grave allait se produire. C'est tout sauf rassurant d'entendre sa mère dire ça alors qu'on a 9 ans. Le jeune Maddie passe la pire des nuits, il s'imagine tous les scénarios possibles, se fait des films atroces dans lesquels il se fait enlever, etc. Et c'est alors qu'il n'a quasiment pas dormi de la nuit que lui et toute sa famille sont réveillés par les cris d'un voisin. En regardant par la fenêtre, Maddie voit sa mère et son voisin courir après un homme qui lui aussi court mais en boitant. Le jeune garçon, complètement perdu par la scène, ne comprend pas ce qui se passe et descend plus vite. Après quelques minutes, sa mère revient et c'est là qu'elle va lui expliquer toute la situation. Un intrus s'est encore une fois introduit dans leur maison en escaladant le mur, sauf que ce n'est pas arrivé la nuit précédente et pas dans les mêmes circonstances. C'est en fait arrivé quelques jours plus tôt dans la semaine. Ce fameux jour, l'intrus qui a réussi à grimper sur le mur de 2 mètres n'a pas voulu atteindre la terrasse. Il a directement voulu sauter de l'autre côté pour rentrer dans la maison via la porte principale. Le problème, c'est qu'en sautant, l'individu s'est blessé fortement à la jambe.
Désespéré et n'arrivant pas à regrimper sur le mur de 2 mètres à cause de sa blessure, le mec s'est cru dans Ninja Warrior, il décide de faire le tour de la maison. C'est alors qu'il trouve l'échelle laissée sur la terrasse et montant sur le toit. Ne sachant pas où se cacher et étant pris au piège, l'homme prend la décision de l'utiliser et de monter sur le toit. Et cette cabane est maintenant sa cachette en attendant un meilleur moyen de s'échapper. Pendant plusieurs jours, il reste là, sans boire ni manger, attendant une opportunité. Vous l'avez donc compris, c'est bien lui que la famille entendait marcher sur le toit, et donc pas des chats. C'est finalement après de longs jours qu'il voit que la mère de Madji a oublié de fermer le portail d'entrée. Cette fois, il n'en peut plus, il décide donc de descendre et de courir le plus vite possible pour s'échapper par là. Sauf qu'on vous le rappelle, il s'est littéralement cassé la jambe, donc il ne va pas vraiment vite. Il met en tout cas assez de temps pour que la mère de Madji le voie, ainsi que son voisin, et lui courir après. Bon, retour au présent, enfin le présent de cette histoire, la mère de Madji appelle la police et arrive à le faire arrêter. C'est d'ailleurs pourquoi nous connaissons maintenant toute cette version de l'histoire. Après cet incident, la famille décide enfin d'installer une alarme et des caméras de sécurité. Pourtant, les mystères persistent. De temps en temps, ils trouvent du sang sur le sol blanc de la terrasse, probablement laissé par des intrus blessés en tentant de voler. Ils entendent très régulièrement des gens rôder autour de chez eux. L'alarme s'active très souvent lorsque personne n'est à la maison. Bref, c'est un véritable cauchemar. Bien que la famille n'arrive absolument pas à comprendre pourquoi autant de gens essayent de rentrer chez eux, ils prennent une décision radicale, celle de déménager. Ils espèrent que leur maison sera plus sûre et que ces mésaventures appartiendront bientôt au passé. Et voilà, c'est là que s'arrête l'histoire de Madji et de sa famille, qui est, on l'admet, plus qu'atypique. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on fera maintenant beaucoup plus attention lorsqu'on entendra des bruits venant du toit. Cette histoire, c'est celle d'une rencontre qui a totalement terrorisé Anaïs pendant son adolescence. À ce moment-là, la jeune fille n'a que 16 ans et est en seconde au lycée. Pour bien comprendre la situation, il faut savoir qu'elle a un groupe d'amis vraiment solide. Mais au début, Brian ne fait pas partie de ce groupe. C'est lorsque la nouvelle année scolaire commence qu'il apparaît soudainement, s'incrustant de manière inattendue dans leur cercle. Bon, après tout, pourquoi pas? C'est le début d'une nouvelle année, donc c'est aussi l'occasion de se faire de nouveaux potes en soi. Anaïs remarque rapidement Brian. En fait, ce n'est pas vraiment la première fois qu'elle le voit. Elle l'a déjà croisé plusieurs fois. Déjà l'année d'avant, il prenait quasiment exactement le même chemin qu'elle pour rentrer. Mais bon, il faut savoir qu'il a quand même un profil assez particulier. Il ne parle pas à beaucoup de monde et à chaque fois qu'il s'incruste dans leur groupe de potes, il se contente de faire acte de présence. Bon, jusque là en soi, rien de trop bizarre effectivement. Mais vous allez voir que les choses vont très vite mal se passer. Depuis que la nouvelle année a commencé, Anaïs remarque que Brian a une légère fixette sur elle. Il n'arrête pas de la regarder, même s'il ne lui parle pas vraiment. Bon, en soi, c'est quand même quelque chose dont elle a l'habitude, donc ce n'est pas très grave. Le problème, c'est qu'il va devenir de plus en plus insistant. À chaque fois qu'elle se retourne, elle a l'impression de sentir une présence derrière elle. Et ça, où qu'elle soit. Que ça soit en cours, dans les couloirs du lycée, ou encore dans le bus pour rentrer chez elle. Elle a aussi l'impression qu'à chaque fois que Brian la suit, et qu'elle décide de se retourner pour lui parler, il change de direction précipitamment. Bon, ça devient étrange et ça commence à vraiment la mettre mal à l'aise. Mais Anaïs fait vraiment tout pour essayer de ne pas le stigmatiser. Elle essaye au maximum de l'intégrer à son groupe d'amis lorsqu'il est là, pour essayer de le décomplexer un petit peu, et aussi pour qu'il puisse s'attacher à d'autres gens qu'à elle. Et alors que les semaines défilent sans qu'il n'y ait vraiment de contact entre eux, les choses vont très vite changer. Un jour comme un autre, Anaïs décide d'aborder Brian qui la fixe du regard, dans la cour de récréation. C'est alors que le jeune ado se montre extrêmement tactile avec Anaïs. Il ne respecte absolument pas ses limites et bien sûr elle lui fait comprendre que ça la dérange. Elle lui dit clairement qu'elle n'est pas intéressée par lui et qu'elle ne pourra pas lui offrir autre chose que son amitié. Et franchement elle est assez cool, elle est même plutôt patiente. Anaïs est vraiment perturbée par cet événement, mais au moins elle se dit que ça va peut-être mettre fin à ses avances. Malheureusement, ça ne sera absolument pas le cas. Au contraire. Après cet événement, Brian devient de plus en plus envahissant. Les jours passent et le jeune garçon commence à suivre Anaïs de plus en plus régulièrement. Ce qui n'était au début qu'une impression vague devient une certitude. Il la suit jusqu'à l'arrêt de bus, même s'il tente de changer de chemin pour la semer. À l'école, il la taquine de manière bizarre, utilise des gestes et des mots qui frôlent le harcèlement vraiment. Il va aussi jusqu'à tanner tous ses amis pour obtenir son numéro de téléphone. Et alors qu'elle avait bien signalé à tout le monde de ne jamais lui donner, il a finalement réussi à l'avoir.
Anaïs ne saura jamais vraiment d'où vient la fuite, mais bon, le mal est fait en soi. Ces soirées deviennent un véritable calvaire pour la jeune adolescente. Elle reçoit des messages incessants de Brian, alors qu'il fait des tentatives de plus en plus désespérées pour attirer son attention. Et tout ce qu'on vous raconte là, ça dure pendant des mois et des mois. Chaque jour, elle redoute de croiser son regard, de sentir sa présence étouffante derrière elle. Ses amis commencent à réellement s'inquiéter, mais personne ne sait vraiment quoi faire. Petite parenthèse tout de même, si jamais vous êtes dans ce genre de situation, la meilleure chose à faire est d'en parler. Que ce soit un professeur, un surveillant, un proche ou un membre de sa famille, il faut avertir quelqu'un et en parler, c'est au moins la première des choses à faire. Parenthèse fermée, revenons maintenant à son histoire. Un jour, Anaïs atteint ses limites. Elle décide de confronter Brian publiquement, vraiment devant tout le monde. Elle lui dit clairement tout ce qu'elle ressent, toute la frustration et la peur qu'il lui inspire. Et Brian est complètement déstabilisé. Du jour au lendemain, il cesse immédiatement de la harceler. Peu de temps après ça, Anaïs apprend par une amie à elle que Brian avait de très sombres intentions. En fait, alors qu'une pote à elle était en train de parler à Brian par message, celui-ci a tout avoué. Il lui a dit ce qu'il souhaitait réellement faire à Anaïs. Dans le plus grand des calmes, l'adolescent lui avoue vouloir abuser sexuellement d'Anaïs. Vraiment, comme s'il partageait tranquillement sa journée, il dit à sa pote qu'il voulait attendre une occasion où il n'y aurait pas beaucoup de monde pour l'attraper, abuser d'elle, la torturer et finalement mettre fin à sa vie. C'est quand même absolument horrible et hyper dérangeant à entendre. Heureusement, cet ami en question a finalement décidé d'en parler aux membres du personnel de son lycée et ceux-ci, en réaction à ça, ont décidé de convoquer Brian. Apparemment, ils auraient découvert qu'il cachait des couteaux dans son sac ainsi que plusieurs cutters. Dans son manteau, il y avait également une corde, ce qui montre bel et bien que ce qu'il avait avoué lui-même à la pote d'Anaïs n'était certainement pas du vent. Finalement, après quelques temps où Anaïs a tout simplement arrêté d'aller au lycée par peur de le recroiser, elle va apprendre que celui-ci s'est fait expulser. En plus de ça, elle apprendra même qu'il a été interné dans un hôpital psychiatrique, mettant fin à tout son cauchemar. Et voilà, c'est la fin de cette histoire. Une histoire qui montre encore une fois à quel point il ne faut pas toujours se fier aux apparences, mais aussi l'importance de communiquer lorsqu'on se retrouve dans une situation d'urgence comme celle-là. L'histoire est celle de Emma et Julia, deux jeunes femmes de la vingtaine qui viennent de rentrer d'un camping dans une région reculée des États-Unis. L'idée était simple. Elles se sont aventurées dans un endroit peu fréquenté, mais assez populaire parmi les locaux qui aiment camper. Dès leur arrivée, elles installent leurs chaises et leurs tables et se détendent, profitant de la nature environnante. Peu de temps après, les choses bizarres commencent alors qu'elles voient une voiture passer devant leur campement. Et à l'intérieur, 3 hommes d'un âge légèrement supérieur au leur les regardent. On est d'accord, ça part très vite en cacahuète. Emma et Julia pensent d'abord qu'ils cherchent simplement un bon endroit pour camper, mais quand la voiture fait demi-tour et repasse encore une fois devant elles remarquent que l'un des hommes tient un téléphone et semble les filmer. Je sais pas si vous avez vu l'horrible film Eden Lake, mais ça fait clairement penser à ça. Bon, trouvant ça étrange et en bon réflexe, Emma s'approche pour prendre en photo la plaque d'immatriculation de la voiture, mais découvre que les chiffres sont recouverts de peinture noire. On est d'accord, c'est un détail carrément flippant qui indique que les jeunes hommes ne veulent a priori pas être identifiés. Mais les deux femmes sont équipées et résolues. Rien ne va arrêter leur petite escapade et donc armées de leur meilleur spray anti-ours, elles décident quand même de rester sur ce campement malgré cet incident un peu étrange. Mais quand même, par précaution et pas 100% sereine, elles mettent en place une tente vide et choisissent de dormir elles-mêmes dans la voiture pour tromper d'éventuels intrus. Enfin bon, ça sert certainement à rien et peut-être qu'elles sont tout simplement un peu parano. Peut-être. Bref, la nuit tombe et les deux femmes s'endorment de la voiture. Mais très vite, elles entendent des branches craquer et se briser autour de la tente vide. Au début, elles pensent qu'un ours essaye d'atteindre leur nourriture suspendue en hauteur. On vous le rappelle, c'est tout à fait plausible, dans cette région des États-Unis, il y a beaucoup d'ours. Mais très vite, elles entendent également des voix masculines à l'extérieur et comprennent directement ce qui se passe. Emma lève discrètement la tête et aperçoit la même voiture qu'elles ont vue plus tôt. Complètement terrifiées et sachant que ces personnes ne leur veulent aucun bien, elles verrouillent discrètement les portes pour éviter tout bruit suspect. Les hommes continuent de parler, mais leurs voix sont difficiles à comprendre depuis l'intérieur de la voiture. Les bruits de branches se brisant et les bruissements augmentant, Emma et Julia se mettent sérieusement à craindre que les hommes ne tentent de leur voler leurs réserves de nourriture.
Et on est d'accord, à leur place et vu les circonstances, on aurait carrément peur d'autre chose ou que ça aille plus loin. Les deux amis restent immobiles, espérant que les intrus partiront finalement. Et enfin, après ce qui semble avoir été une éternité, elles entendent les individus remonter et la voiture s'éloigner. Soulagées mais toujours terrifiées, elles restent dans la voiture jusqu'au lever du jour et rien d'autre ne se passera cette fameuse nuit. Mais au petit matin, quand Emma sort de la voiture, elle découvre une scène macabre qui la glace de terreur et dont elle se souviendra surtout toute sa vie. Au-dessus de leur tente, les hommes ont suspendu un cerf mort, fraîchement tué, dont le sang coule partout sur les parois. On vous prévient, les détails sont ultra glauques, mais les organes internes de l'animal ont été arrachés et ses membres coupés. Tous ces éléments sont disposés en cercle autour de la tente. Les personnes ayant fait ça sont clairement très dangereuses et il ne leur en faut pas plus pour le comprendre. Complètement horrifiée et à deux doigts de vomir, elles quittent précipitamment le camp sans prendre le temps de démonter le matériel et de récupérer toutes leurs affaires. Et après avoir roulé à fond, une fois qu'elles arrivent à la frontière de la forêt, Julia capte enfin du réseau, parce que oui, en fait, un petit détail, mais elle n'en avait aucun, et appelle la police et les services forestiers pour signaler l'incident. Ces derniers essaient de les réconforter comme ils peuvent et finalement récupéreront leurs affaires. Mais tellement le choc a été violent, Emma ne veut même pas récupérer ses affaires, craignant une sorte de malédiction ou quoi que ce soit d'autre. Après ça, la police a enquêté pour retrouver les coupables et infliger une lourde amende. Même s'ils préciseront que ce que les hommes ont fait techniquement n'est pas illégal, bien que profondément perturbant, Emma, habituellement passionnée de camping, se demande à ce moment si elle pourra en fait un jour retourner camper après cette expérience terrifiante qui la marquera probablement à vie. Ok, Daniel nous raconte ce soir son histoire qui s'est passée alors qu'il était un jeune homme. Dès le plus jeune âge, il a en quelque sorte travaillé quelques années dans une laverie automatique située dans un quartier malfamé. Et même si son expérience de travail est parsemée d'anecdotes variées, celle qu'il s'apprête à nous partager ce soir est sans doute la plus effrayante. Bon, pour donner un petit peu de contexte, la mère de Daniel a pris un emploi dans cette laverie car elle connaissait le propriétaire et avait besoin d'argent supplémentaire. À l'époque, Daniel avait environ 10 ans et sa mère lui permettait de l'accompagner, lui donnant ainsi un petit salaire pour l'aider avec de petites tâches. Le petit garçon se rend à la laverie avec elle tous les soirs pendant des années et en grandissant, il continue de l'accompagner principalement pour veiller à sa sécurité. Parce que oui, ils ont souvent affaire à des clients agressifs, souvent ivres ou drogués, et ont dû appeler la police à plusieurs reprises. Malgré les inquiétudes de sa mère, Daniel insiste pour l'accompagner et est prêt à tout pour la défendre. Vraiment un grand ouf, c'est Daniel. Lorsqu'il a environ 12 ans, il se charge souvent de faire la fermeture et donc de dire aux gens qu'il est temps d'y aller. Ça lui arrive par exemple de remarquer des voitures garées derrière le bâtiment et donc il doit se charger de faire partir les occupants en leur criant qu'ils sont en train de commettre une infraction et qu'il appellera la police s'ils ne partent pas. Clairement, il faut pas l'énerver le Daniel. Mais avec le temps, il réalise que ce comportement a attiré l'attention de nombreuses personnes louches qui commencent sérieusement à en avoir marre de lui. Un soir, alors qu'ils arrivent à la laverie, ils découvrent que la serrure de la porte est cassée. Alors naturellement, vous devez penser à un cambriolage, mais non. Sa mère avait déverrouillé le bâtiment le matin même, donc ce n'était pas une tentative de vol, puisque la porte était déjà ouverte toute la journée. Un peu secouée et désorientée, elle envoie un message à son patron pour l'informer de la situation et demande à Daniel de lui signaler si quelqu'un arrive. Après environ 30 minutes et quelque peu remis de ses émotions, Daniel termine ses tâches et s'assoit pour dessiner dans son petit carnet. Mais à peine quelques minutes après s'être installé, il entend la porte s'ouvrir brusquement, ce qui le surprend car la boutique était indiquée comme étant fermée avec un panneau. Sa mère remarque aussi l'ouverture de la porte et indique que la laverie est effectivement close. Mais là, une voix d'homme un peu âgé répond qu'il est juste venu utiliser la machine à boisson. Bon, il faut savoir qu'il laisse généralement les gens utiliser les distributeurs, donc sa mère lui dit qu'il a quelques minutes et après retourne dans le stock pour bosser. Daniel est lui assis à environ 2 mètres de la machine à boisson. Il entend donc l'homme s'approcher mais ne lui prête pas vraiment attention. Il continue de dessiner jusqu'à ce qu'il sente un regard pesant sur lui. Et au même moment, il réalise qu'il n'entend pas le bruit des pièces de monnaie s'insérer dans la machine. Nerveusement, il jette un coup d'œil à sa gauche et voit un homme d'une 60aine d'années le fixer avec un grand sourire. Daniel sursaute légèrement mais force un sourire maladroit et retourne à son dessin.
Tout ce qu'il veut, c'est que l'homme prenne sa boisson et s'en aille. Mais chaque fois qu'il détourne le regard, l'homme se rapproche en chuchotant doucement, son corps toujours orienté vers la machine à boisson, mais son cou tourné vers Daniel. La panique monte en lui et il sait que ce n'est pas normal. Pas normal du tout. D'un coup, son corps entier lui hurle qu'il est en danger. Et donc, il se met à désespérément chercher son couteau dans son sac, mais se souvient finalement qu'il l'a laissé à la maison. Daniel est complètement pétrifié. N'ayant que peu de solutions et tout semblant se jouer à ce moment, il prend finalement la décision de fixer l'homme en retour, bien qu'il tremble littéralement de peur. Après ce qui semble être une éternité, l'homme rompt soudainement le contact visuel, crie à sa mère de passer une bonne journée et sort en se dirigeant vers le banc à l'extérieur. Daniel sent un immense stress s'échapper de lui et pense que le danger est passé, mais quand il se lève pour se rafraîchir le visage, il voit l'homme assis sur le banc dehors, en train de le fixer avec un sourire des plus malsains. Sans comprendre comment, il sait que l'homme est là pour leur faire du mal, c'est son instinct qui prend littéralement le dessus. La panique et la terreur le submergent. Il court donc se cacher dans le stock et explique tout à sa mère. Elle lui dit de courir jusqu'à la voiture pendant qu'elle se mettra entre eux avec du gaz poivré si nécessaire. En vrai, c'est quand même plutôt rare que les enfants soient pris au sérieux dans les threads d'horreur, donc franchement, tant mieux pour cette fois. Bref, Daniel obéit et court vers la voiture, mais alors qu'il passe devant l'homme, celui-ci se lève et commence à marcher vers eux en les fixant intensément. Sa mère lui crie de s'éloigner de la voiture et brandit son spray, lui indiquant qu'elle n'hésitera pas à l'utiliser. L'homme tente de commencer une conversation sur la marque et le modèle de la voiture, tout en fixant Daniel, comme pour faire diversion et détourner l'attention. Mais heureusement, sa mère l'ignore, saute dans la voiture, verrouille les portes et recule rapidement. Daniel, ne pouvant plus supporter le regard de l'homme, se baisse dans son siège, mais peut encore voir ce dernier qui lève la main et lui fait lentement un signe de revoir avant de disparaître dans l'obscurité derrière le bâtiment. Cette nuit-là, Daniel n'a pas pu dormir. Il est terrifié à l'idée de revenir près de la laverie et de recroiser cette présence qui, malgré son sourire, avait tant alerté son instinct. Bon la commu, vous le savez, normalement on vous raconte toujours les histoires à la troisième personne après avoir intériorisé et reformulé les mots des protagonistes. Mais ce soir, on va tenter quelque chose d'un peu différent pour cette histoire, tellement la trouver bien racontée. Elle se passe en France et est terrifiante, surtout avec la vidéo jointe que vous allez voir. N'hésitez pas à nous dire si vous aimez ce changement de style en commentaire, et sur ce, on est parti. Je veux partager avec vous une expérience qui m'est arrivée il y a quelques années, en 2009 ou 2010. À l'époque, j'avais fini mes études et je commençais à travailler dans ma première entreprise. J'avais décidé de prendre quelques jours de congé pour aller rendre visite à ma tante après le décès de mon oncle. C'était une période très difficile pour notre famille et je voulais lui apporter mon soutien. Après une journée passée chez ma tante, il était tard et je me dirigeais vers l'hôtel que j'avais réservé. Il n'y avait pas de place pour moi chez elle, alors j'avais opté pour un petit hôtel dans les environs. En conduisant à travers la campagne, je suis passé devant une vallée profonde et là, en contrebas, j'ai aperçu ce qui semblait être la toiture d'une assez grande bâtisse délabrée. L'aventurier en moi ne pouvait pas résister. J'ai décidé de m'arrêter et d'aller voir de plus près. La bâtisse était complètement isolée, perdue au milieu des arbres, avec des murs décrépits et envahis par la végétation. Elle semblait abandonnée depuis des décennies. L'endroit dégageait une aura étrange, comme si le temps s'y était arrêté. Armé de ma lampe torche, je me suis aventuré à l'intérieur. La nuit était tombée et tout était plongé dans une obscurité totale, sauf pour la lumière de ma lampe qui balayait les pièces désertes. Chaque couloir que je traversais semblait plus sombre et oppressant que le précédent. Les murs étaient couverts de moisissures, la structure en ruine. Malgré l'atmosphère pesante, je continuais à avancer, mon esprit de découverte prenant le dessus sur la peur qui montait en moi. À un moment donné, je ressentis une présence. C'était subtil au début, une sensation de malaise qui me parcourait. Ma lampe torche a fini par éclairer une partie d'un vieux couloir où les murs étaient particulièrement abîmés. Le béton ébréché et les moisissures donnaient une impression de désolation. C'est là que je l'ai vu. Au début, je n'avais pas vraiment compris ce que je voyais. Quelque chose se tenait dans l'ombre. Mon esprit a d'abord refusé de comprendre ce qu'il voyait. Était-ce une vieille statue? Un mannequin abandonné? Mon cerveau cherchait des explications rationnelles, mais aucune ne semblait coller. Quand ma lampe torche a éclairé davantage,
j'ai réalisé qu'il y avait une silhouette devant moi. C'est comme si elle avait attendu que je la remarque. La lumière a révélé des détails troublants. La silhouette avait une apparence anormalement effrayante, avec des traits indistincts qui la rendaient encore plus sinistre. Il y avait quelque chose de profondément dérangeant dans sa posture. Elle dégageait une impression de menace imminente. Mon cœur s'est mis à battre la chamade. J'étais paralysé, incapable de détacher mon regard de cette figure mystérieuse. Une partie de moi voulait croire qu'il s'agissait d'un jeu de lumière, d'une illusion, mais une autre partie, plus instinctive, savait que quelque chose n'allait pas. Et puis, d'un coup, la réalité de la situation m'a frappé. Cette chose, ou cette personne, était là avec une apparence effrayante et une posture menaçante. Juste au moment où je réalisais pleinement ce que je voyais, une peur intense m'a envahi. Ma main a tremblé violemment et sans le vouloir, j'ai appuyé sur le bouton de la caméra, la coupant net. La vidéo s'est arrêtée brusquement, mais le souvenir de cette silhouette est gravé dans ma mémoire. Avant même que je puisse reprendre mes esprits, je me suis retourné et j'ai couru aussi vite que je le pouvais. Je n'avais qu'une seule pensée, m'échapper de cet endroit. Mon cœur battait la chamade et chaque pas résonnait comme un coup de tonnerre dans le silence de la forêt. Je ne me suis pas retourné, pas une seule fois, jusqu'à ce que je sois hors de la maison et loin dans la forêt. Ce soir-là, de retour à l'hôtel, je n'ai pas réussi à fermer l'œil. Chaque bruit, chaque ombre me rappelait cette silhouette terrifiante. Le sommeil m'a échappé, me laissant seul avec mes pensées troublées. Pendant des mois, j'ai fait des cauchemars, revivant cette rencontre terrifiante encore et encore. La silhouette, sa présence menaçante, tout cela hantait mes rêves, me laissant souvent en sueur, terrifié et incapable de me rendormir. Depuis, je me pose sans cesse des questions. Qui ou quoi était cette silhouette? J'ai essayé de me rassurer en me disant que c'était peut-être juste un sans-abri ou un autre explorateur. Mais pourquoi cette posture menaçante? Pourquoi cette présence glaçante? Ce n'est que bien plus tard que j'ai réalisé ce que j'avais vécu. J'ai essayé de faire des recherches sur cette maison, mais je n'ai rien trouvé. Aucun registre, aucune mention sur internet, rien. C'est comme si cet endroit n'existait pas. Ma tante, qui aurait peut-être pu me donner des indices supplémentaires, est elle aussi partie au ciel depuis. Je n'ai donc plus aucune possibilité d'obtenir des informations supplémentaires. Pendant des années, j'ai gardé cette expérience pour moi. Peut-être par peur de ne pas être cru ou simplement parce que je voulais oublier. Mais récemment, en revoyant cette vieille vidéo, j'ai décidé qu'il était temps de partager mon histoire. En la visionnant, j'ai ressenti les mêmes frissons qu'à l'époque. J'ai maintenant 35 ans et je n'ai aucun intérêt à mentir. Je publie ceci dans l'espoir que quelqu'un, quelque part, pourrait avoir des réponses ou des expériences similaires. Parfois, affronter ses peurs et les partager est la seule façon de tourner la page. En revoyant la vidéo, peut-être que vous y verrez quelque chose que je n'ai pas remarqué, ou peut-être que cela vous rappellera quelque chose de similaire. Quoi qu'il en soit, je suis impatient de lire vos retours et de peut-être, enfin, obtenir des réponses. Ok, accrochez-vous bien parce que l'histoire qu'on va vous raconter maintenant est vraiment flippante. On parle là d'une vraie histoire de stalker qui donne des frissons dans le dos. Mais pour véritablement comprendre ce qu'a vécu Marie qui nous raconte son récit ce soir, il faut revenir un peu en arrière. Et à ce moment-là, elle n'est même pas encore née. Ses parents, eux, vivent tranquillement dans une petite maison de campagne. Et franchement, tout s'y passe vraiment très bien. Rien à signaler. Le problème et ce qui a un petit peu joué dans leur déménagement, c'est leurs voisins. Tout commence alors que Claire, la maman de Marie, est tranquillement en train de lire un livre dans sa chambre. Le temps est lumineux, il ne fait pas trop chaud, pas trop froid, franchement c'est idéal. Mais alors qu'elle est hyper focus sur son livre, des mouvements attirent son attention. Ces espèces de mini déplacements, elle a l'impression de les voir du coin de l'œil de la fenêtre qui est juste en face d'elle. Elle décide donc de regarder plus attentivement et c'est là qu'elle le voit. Un homme semble bel et bien avoir grimpé dans le grand arbre devant la fenêtre. Bon, si ce n'était que pour s'amuser ou pour cueillir des cerises, ça irait. Le problème, c'est que l'homme est totalement immobile et semble porter des jumelles directement pointées vers Claire qui lit tranquillement son livre. Elle n'en revient absolument pas. Bien évidemment, elle sort de ses gonds, ouvre la fenêtre et lui ordonne de dégager de là. Et ouais, franchement, on peut la comprendre. Et l'histoire ne s'arrête pas du tout là. En enquêtant un petit peu, elle se rend compte qu'il s'agit en fait de John, 16 ans, le fils du voisin d'à côté. Bon, de quelques petites années après tout ça. Pour le coup, Claire n'a pas vraiment détaillé à sa fille comment c'est arrivé, mais apparemment, John lui avouera qu'il venait tous les soirs se planquer dans l'arbre, en face de la fenêtre, pour l'espionner pendant des heures.
Oui, vous avez bien entendu, des heures. Bref, le temps passe, Claire et sa famille déménagent dans une nouvelle maison. Elle vit maintenant avec son mari et leurs enfants, dont Marie du coup de 3 ans. Un soir, ils accueillent des invités. Bon, tout ça, ça fait qu'ils doivent réorganiser un petit peu la pièce, dont la table par exemple. Comme un petit peu tout le monde, elle a normalement sa place attitrée à la table principale, sauf que là, elle doit changer d'endroit. Elle se retrouve donc face à la baie vitrée qui donne sur leur jardin. Bon, jusque-là, rien d'anormal, tout va très bien. Mais attendez, c'est là que ça devient creepy. Pour vous planter un petit peu le décor, derrière la baie vitrée, il y a le jardin, des arbres, des buissons et un petit chemin éclairé par un lampadaire. Ça semble tranquille tout ça, non? Alors oui, jusqu'au moment où Claire remarque que quelque chose bouge dans les buissons. Elle décide donc de se pencher en avant, elle plisse les yeux pour mieux voir, et c'est là qu'elle voit une silhouette qui tente de se cacher. Bien entendu, elle hurle de toutes ses forces en voyant que quelqu'un est littéralement chez eux en fait. Son mari réagit directement et fait sortir le chien. Et elle n'avait pas rêvé, l'homme se lève et se met à courir pour sortir de la propriété. Bon, rien que ça, déjà c'est assez terrifiant, mais il y a quelque chose d'encore plus bizarre. Claire a l'impression d'avoir croisé son regard et semble le connaître. Pour elle, il n'y a quasiment pas de doute, c'était John. Bon, des années passent après cet incident et toujours pas de nouvelles de lui. Mais un jour, alors que Claire parle tranquillement avec des anciens voisins à elle, elle apprend que John est devenu soldat dans les forces spéciales. Le problème, c'est que maintenant, il est sans abri et apparemment mentalement atteint. En soi, c'est sa vie, ça ne la concerne pas, enfin, peut-être que si. Parce que apparemment, il traînerait en ce moment très régulièrement vers le nouveau quartier dans lequel la famille vient de déménager. Tout ça nous amène finalement à cette fameuse journée que Marie nous raconte ce soir. Nous sommes en début de soirée, Claire prend sa douche. C'est alors qu'elle arrive à entendre du bout de l'oreille que son mari vient de rentrer. Rien de plus normal en soi vu l'heure. Elle continue donc sa douche tranquillement, mais quelques minutes après, quand elle sort de celle-ci, elle l'appelle et personne ne répond. Et effectivement, il n'y a personne dans la maison. C'est hyper glauque parce qu'elle est quasiment sûre d'avoir entendu quelqu'un rentrer. Bref, elle passe complètement à autre chose, elle se dit que c'était certainement son imagination, mais c'est le soir même que quelqu'un frappe à la porte. Déjà, rien que ça, c'est bizarre, parce que pour arriver à cette porte, il faut normalement passer un portail qui est fermé et traverser le jardin. Avant d'aller ouvrir la porte, Claire décide donc de regarder par la fenêtre de l'étage pour voir de qui il s'agit. Et bien entendu, vous l'avez, il s'agit de John. Là, son cœur s'accélère, vous l'imaginez bien. Elle dit donc à son mari Carl d'aller lui ouvrir et de dire qu'elle n'est pas là. Son mari, bien conscient de qui c'est, s'exécute et ouvre la porte à John. Celui-ci ne perd pas de temps, il demande immédiatement où est Claire. Le mari, un peu paniqué vu l'allure du bonhomme, invente une excuse et dit qu'elle est malade et qu'elle dort. John semble s'énerver de plus en plus, puis d'un coup, venu de nulle part, il demande quelque chose à boire. Carl lui propose de l'eau, mais non, John ne veut pas d'eau, il veut de l'alcool. Alors, pour éviter de faire des vagues, le mari va dans la cuisine, prend une bouteille de rhum et lui donne. Il est quand même plutôt sympa et patient. John la prend, mais il ne s'en va pas. Au contraire, il la tient et s'arme de celle-ci comme s'il tenait une batte de baseball. Et là, dans le plus grand des calmes, l'homme passe au-dessus des buissons et s'installe dans leur jardin, comme s'il était chez lui, et commence à boire tranquillement. Pendant quelques minutes, le mari de Claire l'observe depuis la fenêtre du salon, sans savoir quoi faire. Est-ce qu'il faut qu'il appelle la police? Ça, c'est lui qui se pose la question, hein, parce que nous, on vous le dit, bien évidemment qu'il faudrait appeler la police si vous vous retrouvez dans ce cas-là. Mais apparemment, ce n'est pas leur logique. John est toujours dans le jardin en train de siphonner la bouteille avec un regard hyper malsain. Après une quinzaine de minutes, il revient finalement frapper à la porte pour rendre la bouteille vide. Carl se retrouve donc de nouveau confronté à l'homme qui, maintenant, a toute une bouteille d'alcool dans le sang. Bon, cette fois, il faut quand même passer à autre chose, donc Carl s'apprête à fermer la porte lorsque John lui pose une ultime question. Quelle est la date d'anniversaire de Claire? Vous l'imaginez bien, Carl en a marre, il esquive la question, tente de fermer la porte, mais John ne le laisse pas faire. La situation devient vraiment tendue jusqu'au moment où Carl craque, lui donne la date et le supplie de les laisser tranquilles. C'est alors que John lui dit tout simplement « Bon, bah tu lui diras framboise alors. » et il s'en va. Ça n'a absolument aucun sens, on est d'accord avec vous. Mais attendez parce que ce n'est toujours pas fini. John va ensuite se rendre chez les parents de Claire, on ne sait absolument pas du tout comment il a obtenu l'adresse, mais il l'a, et il leur donne tout un tas de cadeaux à destination de Claire parce que apparemment elle comprendra. Et si vous vous posez la question, Marie qui nous raconte l'histoire a bel et bien demandé à sa mère si elle avait compris, et non, pas du tout. Ni ce cadeau bizarre, ni la référence à la framboise. Depuis ce jour, sa mère est hyper vigilante et verrouille toujours la maison. On parle quand même là d'un ancien soldat d'élite, c'est pourquoi il terrifie autant toute la famille. Surtout qu'on vous le rappelle quand même, il a commencé à stalker Claire dès l'âge de 16 ans. Ah oui, dernier truc sur lui quand même, le gars était tellement déconnecté qu'il a marché jusqu'à Reims pour rencontrer un évêque et lui dire qu'il était la réincarnation de Jésus. Ouais, rien que ça.
Et ça, on le sait parce que John a finalement été pris en charge par les services sociaux après avoir squatté une maison. Heureusement, Claire ne s'est jamais retrouvée seule face à lui, mais son angoisse a été permanente. On ne saura jamais ce qu'il lui voulait et comment il aurait réagi si c'est elle qui avait ouvert la porte. Mais ce qui est sûr, c'est que depuis ce jour-là, elle regarde toujours par la fenêtre avant d'ouvrir la porte à quelqu'un. L'histoire est celle de Bess, une jeune fille de 13 ans qui vit en Algérie. Chaque week-end, elle et sa famille adorent se rendre dans des parcs en plein air. Vous voyez le genre, stand de nourriture, babioles en tout genre, ambiance festive. C'est leur petit rituel familial et ça se passe toujours très bien. Big up à toutes les personnes qui nous suivent depuis l'Algérie, vous êtes des grands oufs, on vous kiffe. Un jour, après être arrivé au parc, il commence à marcher le long d'un petit sentier près d'une buvette. C'est là qu'un homme dans la vingtaine, à l'apparence négligée, interpelle le père de Bess. Il propose une balade à cheval pour sa fille en échange d'une petite somme d'argent. En soi, il faut bien comprendre que ce genre de pratique est hyper courante au Maghreb. Des types avec des chevaux ou des dromadaires qui proposent des balades, c'est presque banal, ça n'attire pas spécialement l'attention. Et petit scoop, même moi dans mon pays d'origine, du coup le Pakistan, ça arrive très fréquemment. D'ailleurs, pour vous donner un peu de contexte, il faut savoir que Bess est presque maladivement timide. À l'idée de suivre un inconnu, elle est complètement pétrifiée. Son père par contre, c'est tout le contraire. Il a grandi dans la rue et n'est pas effrayé par grand chose, et donc ne craignant rien, sans même regarder sa fille, il accepte l'offre sans hésiter avec un grand sourire. Il se dit que ça va être la première fois que sa fille fait du cheval et donc il ne faut pas louper l'occasion. Bess, on l'imagine bien, est quant à elle figée de terreur. Et en fait, tout se passe tellement vite qu'elle n'a même pas le temps de jeter un regard désapprobateur à son père en lui disant qu'elle ne veut clairement pas le faire. Et une fraction de seconde plus tard, en tout cas dans son ressenti, elle se retrouve soulevée par l'homme et placée sur le cheval. Le père est un peu hilar, pensant que c'est amusant et que sa fille va profiter du moment, mais Bess est complètement paralysée par la timidité et par le choc. Mais bon, tout est prêt, le cheval commence à avancer, la balade peut commencer. Bess, encore tétanisée, regarde en arrière vers sa famille. Sa mère et sa sœur, marchant plus lentement et discutant, n'ont rien vu de la scène. Et son père continue de la regarder en souriant. Il ne bouge pas de sa place et ne va même pas les suivre parce que l'homme lui a promis de faire juste un petit tour. Et peu à peu, la jeune fille commence à se détendre et à apprécier la balade finalement. Toute la situation est complètement folle, mais bon, c'est un petit peu nouveau pour elle, elle ne s'y attendait pas et finalement, ça se passe plutôt bien. Mais en observant les environs, elle réalise qu'il se dirige vers la sortie du parc. Encore une fois, il faut bien comprendre que l'homme avait assuré qu'il ferait une simple boucle, mais le chemin qu'il emprunte indique le contraire. Malgré son jeune âge, Bess sent que quelque chose ne va pas et que l'homme est de moins en moins honnête. Plus les secondes défilent, plus le bruit du parc s'estompe. Et en un clin d'œil, ils sont maintenant en dehors de celui-ci. Bess remarque qu'il n'y a plus personne dans la rue. Elle est seule avec cet homme de plus en plus louche et son cheval. En plus de ça, elle remarque que l'homme lance des regards furtifs vers un minivan garé un peu plus loin. Donc vous commencez à le sentir venir, ça pue un peu. Et bien évidemment, il se dirige directement vers le van. À mesure qu'il s'éloigne de la zone principale du parc, Bess se rend compte de la situation et se dit qu'il faut absolument qu'elle se sorte de cette situation. Elle commence donc à élaborer un plan. Plus elle observe l'homme, plus elle remarque qu'il n'a pas l'air très sportif. Elle décide donc très rapidement qu'au moment où le cheval ralentira, elle sautera et s'enfuira, tout simplement. Parce que oui, l'un des atouts de Bess, c'est qu'elle a fait beaucoup de courses à pied et est assez confiante de pouvoir le semer si besoin. Mais bon, le stress monte de plus en plus et elle ne pense qu'à une seule chose, fuir. Et d'un coup, alors qu'elle est plongée dans ses pensées, le cheval commence à s'agiter. Bess, planifiant son plan, ne prête pas beaucoup d'attention au comportement de l'animal, tellement elle est concentrée sur sa fuite. Mais le van s'approche dangereusement et n'est maintenant plus qu'à quelques mètres. Avant d'y arriver, il croise une bande de musiciens et passe près d'eux. Alors que Bess se dit que c'est le moment et qu'elle compte sauter, le cheval s'excite soudainement et la projette violemment au sol. La jeune fille se souvient d'une vision du ciel à l'envers avant de se retrouver à terre, les mains en avant. Sans réfléchir une seule seconde, elle se relève et commence à courir à toute vitesse. En se retournant brièvement, elle constate que l'homme a complètement disparu. Carrément essoufflée, elle retourne vers le parc et rejoint ses parents qui la cherchent, morts d'inquiétude. Ses parents ont très vite compris que quelque chose n'allait pas lorsqu'ils ont vu que la balade prenait beaucoup plus de temps que prévu. Sa mère, folle de rage,
réprimande sévèrement son père pour avoir laissé cette situation se produire. Après les retrouvailles, des passants vont même accourir, expliquant à la famille qu'ils pensaient que Bess était morte tellement elle avait été éjectée d'une hauteur importante. Mais finalement, et par chance, la jeune fille s'en tire avec une seule chaussure perdue et une cicatrice à la paume gauche. Sa mère va donc rapidement soigner sa main et la famille va reprendre son chemin. Bess, encore sous le choc, n'arrive pas bien à s'exprimer, ne va même pas parler du minivan à ses parents. Et bien sûr, après cet incident, ils n'ont plus jamais eu de nouvelles de cet homme, même après plusieurs autres visites au parc. Cette expérience, on l'imagine, a plus que marqué Bess. Elle se souviendra longtemps de cette étrange journée où tout a failli basculer. D'ailleurs, elle repense souvent au comportement du cheval qui, au final, lui a peut-être sauvé la vie. Ok, plongeons maintenant dans l'histoire de Marion, une jeune fille de 17 ans qui vit dans un petit village au fin fond des Ardennes belges. Big up à tous les Belges qui nous regardent, vous êtes des oufs. Imaginez un peu sa maison. Elle est complètement isolée, entourée d'un jardin avec une entrée à l'avant et une porte-fenêtre à l'arrière. En gros, c'est le cadre parfait pour une petite histoire flippante. Nous sommes la première semaine d'août et ses parents, son frère et ses sœurs sont en vacances dans le sud de la France, laissant Marion seule à la maison. La jeune adolescente se dit que c'est l'occasion rêvée de profiter d'un peu de temps pour elle. Pour la première soirée, elle décide de traîner dans le salon jusqu'à 1h du mat. Et là, alors que le silence occupe tout l'espace sonore de la maison, quelqu'un toque à la porte hyper fort. Faut savoir qu'à ce moment-là, elle a déjà tout fermé à clé et elle n'attend absolument personne. Elle n'est donc absolument pas du tout dans le mood d'ouvrir comme ça à un inconnu au beau milieu de la nuit. Elle décide donc de faire un move que, en vrai, on comprend, elle ignore et va se coucher. Le problème, c'est que le lendemain soir, rebelote. Vers 1h du matin, quasiment pile, elle entend de nouveau des coups, sauf que cette fois, c'est sur la porte vitrée à l'arrière de la maison. Et là, il faut bien comprendre que pour arriver à cette porte, il faut soit passer par le jardin du voisin, soit passer par l'espace sous le carport. Et les deux sont protégés par des barrières qu'il faut escalader, mais également par son chien, un Jack Terrier assez protecteur qu'il ne faut vraiment pas embêter. Marion commence donc vraiment à flipper, mais elle se force à ne pas y penser et pour la deuxième fois, va se coucher sans même jeter un coup d'œil. Bon, la nuit suivante, c'est son anniversaire. Elle se dit donc que c'est l'occasion parfaite pour penser à autre chose et invite des amis pour une petite fête. Rien de très excentrique, juste un petit truc chill. Et écoutez, la soirée se passe hyper bien, rien de bizarre n'arrive. Sauf un petit détail un peu louche quand même. Alors qu'elle avait bien précisé à tout le monde de ne jamais ouvrir la porte-fenêtre de derrière, elle se rend compte en passant devant qu'elle est entrouverte. Bien sûr, personne ne plaide coupable, ce qui rend la situation très étrange. Le matin suivant, elle décide de parler de toutes ses inquiétudes à ses potes. Et là, pour l'aider et pour la rassurer, deux d'entre eux proposent de rester dormir chez elle, juste au cas où. Bien sûr, Marion accepte direct tellement elle est flippée. La soirée se déroule normalement, encore une fois jusqu'à 1h du matin. Ils sont tous les trois dans la chambre de Marion en train de s'endormir, quand d'un coup, ils entendent des coups violents retentir sur la vitre de la porte d'entrée. Au début, c'est assez discret, donc un des amis demande à tout le monde s'ils ont bien entendu ce bruit, ce à quoi ils répondent que oui, donc l'angoisse générale monte d'un cran, puis les coups dans la porte deviennent ultra violents. Cette fois, il n'y a plus aucun doute, quelqu'un tente vraiment de rentrer dans la maison. Un des potes de Marion veut descendre voir ce qui se passe, mais celle-ci le dissuade. Elle a juste trop peur, et ça, il faut l'avouer, c'est assez communicatif. Même ses potes, d'habitude assez vaillants, ne font vraiment pas les malins. Ils décident donc d'appeler la police qui leur dit qu'ils arrivent dans environ 15 minutes. En attendant, et alors que l'homme continue de tambouriner à la porte, ils décident de descendre discrètement et de faire le tour de la maison. Déjà, ils veulent voir s'ils sont bien seuls dans la maison et aussi vérifier que tous les accès sont bien fermés. À l'entrée du salon, un des amis de Marion se fige. Il ne sait pas pourquoi, mais il a un très mauvais pressentiment, à un tel point qu'il refuse d'entrer. Pour réduire un petit peu cette flip, ils allument toutes les lumières et vérifient partout, mais rien. La personne qui est aussi à l'entrée a arrêté de toquer à la porte. Et maintenant, il semble n'y avoir plus personne. Quand les policiers arrivent, ils font une deuxième inspection, mais voyant qu'il n'y a rien, décident de partir. Avant ça, ils demandent quand même à Marion si elle a de quoi se défendre. Et en soi, elle a quand même l'arme de service de son père, parce que lui aussi est policier. Mais bon, c'est un petit peu extrême. Les policiers lui conseillent donc de prendre un spray au poivre, mais de garder les clés du coffre-fort à portée de main au cas où. Ils lui disent aussi de rentrer son chien qui, depuis tout ce temps, est en fait dehors, mais là, c'est étrange. Le chien refuse catégoriquement de rentrer et se cache, ce qui n'est absolument pas normal du tout. Même en l'appâtant avec de la nourriture, il ne bouge pas. Marion réussit finalement à l'attraper, mais les policiers trouvent ça très suspect.
Et en regardant de plus près, il remarque que le chien semble avoir été frappé au vu des blessures qu'il a et de son comportement. En plus de ça, il y a bel et bien énormément de traces de pas autour de la porte de derrière qui, on vous le rappelle, n'est accessible uniquement en escaladant la barrière. Bon, les policiers ne peuvent pas faire grand chose d'autre et donc ils prévoient plusieurs patrouilles pendant la nuit et conseillent à Marion et ses amis de dormir dans le salon avec le chien. Le jour finit par se lever et les amis de Marion rentrent chez eux. La nuit suivante, Marion commence à stresser sérieusement. Elle est de nouveau toute seule. Elle décide donc de ne pas passer la nuit chez elle et heureusement sa voisine lui propose de l'héberger, ce qu'elle accepte immédiatement. Et bien qu'elle soit dans la maison d'à côté, à 1 h du matin, elle a encore une fois l'impression d'entendre des bruits, comme si quelqu'un toquait à la porte de chez elle. Et enfin, la dernière nuit avant le retour de ses parents, Marion s'enferme à clé dans la chambre parentale et s'endort le plus tôt possible. Elle passe une nuit vraiment agitée, remplie de cauchemars, avec le spray au poivre sous l'oreiller, et heureusement, elle ne sera pas réveillée ce soir-là. Même si le lendemain matin, elle remarque encore une fois que devant la porte d'entrée et devant la porte-fenêtre, il y a encore des traces de pas. Et le plus bizarre dans tout ça, c'est que dès que ses parents reviennent, tout s'arrête. Marion n'aura donc jamais d'explication sur ce qui s'est passé, et il lui faudra des années pour pouvoir rester à nouveau seule chez elle. Et ce qui est sûr, c'est que cette expérience l'a vraiment marquée et qu'elle n'est pas prête de l'oublier. Vous êtes en plein appel Discord avec un ami à vous. L'ambiance est chill. Vous êtes en train de raconter votre vie, de rigoler, quand tout à coup, vous entendez des bruits étranges. Au début, il y a des sons parasites, puis ça ressemble à des bruits d'oiseaux, mais très vite, les sons deviennent plus complexes et plus flippants. C'est ultra creepy. On a l'impression d'entendre des espèces de chuchotements, des chants, des respirations étranges. Vous en parlez donc à votre ami, mais lui n'entend rien. Vous êtes complètement seul dans cette situation. C'est effectivement un événement qui est arrivé à un utilisateur Discord il y a quelques années. Heureusement, il a enregistré ses sons pour prouver qu'il ne rêvait pas. Au début, le principal concerné pense vraiment que son ami est en train de le troller. Le problème, c'est que tout ça dure pendant au moins une bonne heure, trop long pour être un canular. Finalement, ces bruits parasites vont finir par disparaître. Mais alors, qu'est-ce qu'il s'est passé? On n'a pas vraiment de réponse bien établie, mais si on analyse bien les sons, on a vraiment l'impression qu'il ne s'agit pas d'un simple bug de micro. Alors, est-ce que ça vient directement de l'application ou est-ce quelque chose d'un peu plus sordide? On attend vos retours. Après tout, qui sait? Peut-être que c'est à vous que ça arrivera lors de votre prochain appel Discord. Andrea a un métier qui est assez atypique. En fait, elle travaille avec une streameuse gaming qui a apparemment pas mal d'influence. Bien sûr, elle ne nous donne pas son identité histoire de ne pas lui nuire. Donc désolé la commu, on va devoir vous laisser dans le mystère. Et du coup, le rôle d'Andrea est d'être chargée des relations, donc elle arrange ses rendez-vous avec la presse, communique avec les marques, dirige ses modérateurs, bref, elle a quand même pas mal de responsabilités. Et étant donné tout ce qu'elle fait, elle est bien évidemment connue des abonnés les plus fidèles de Josie. Josie étant le nom anonymisé de la streameuse en question, vous l'aurez compris. Sur Discord par exemple, elle est hyper présente et globalement tout se passe plutôt bien pour l'instant. Et afin de mettre un peu de contexte, à cette époque, Andrea vit à Bordeaux. Et vu qu'elle s'entend très bien avec la plupart des abonnés de Josie, ça lui arrive parfois d'en rencontrer certains en dehors du travail. Et d'ailleurs, il y en a même qui, encore aujourd'hui, sont des amis proches à elle. Pour la petite anecdote, l'une des abonnées sera même témoin à son propre mariage. Bref, elle a donc réussi à garder des connexions, même si aujourd'hui, elle ne travaille plus avec Josie. Et malheureusement, les événements qu'on s'apprête à vous énoncer ont fait qu'elle a tout simplement dû quitter son travail. Mais on n'en est pas encore là. Pour l'instant, Andrea vit sa meilleure vie, elle côtoie certains abonnés de Josie, bref, tout se passe super bien, c'est le quotidien pépère. Josie elle-même ne s'en inquiète pas, tant que cela n'affecte pas le travail, ni ne crée de favoritisme ou de conflit d'intérêts. Et pour continuer l'histoire, faisons un petit bond dans le temps. Nous sommes quelques semaines plus tard lorsque Andrea reçoit un message privé sur Discord.
Rien d'anormal, ne vous inquiétez pas, c'est juste une amie qu'elle connaît bien qui lui propose de venir célébrer la fin de son partiel dans une genre de boîte de nuit. Et normalement c'est safe parce que cette amie elle l'a rencontrée sur le serveur Discord et ça fait partie d'une des personnes avec qui elle était assez proche. Bref, en soi il n'y a rien à craindre, donc Andrea accepte l'invitation. Mais il y a quand même quelque chose d'un peu particulier. Cette pote a également invité l'un de ses amis que, pour le coup, Andrea ne connaît absolument pas. Mais au début, rien à signaler. L'inconnu qu'on va appeler Fabien semble légèrement plus âgé que Andrea. Et si vous vous posez la question, oui, Fabien fait bien également partie de la communauté de Josie. Et pour vous décrire un peu l'allure de l'homme, il est habillé en style métalleux et à part ça, pas d'autres signes distinctifs particuliers. La soirée se passe bien et Andrea rentre chez elle sans y penser davantage. Quelques jours plus tard, la même fille qui l'avait invitée envoie un DM à Andrea sur Twitter. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'elle ne s'attendait absolument pas à ce message. Parce que sa pote lui avoue tout simplement que Fabien est littéralement tombé amoureux d'elle. Il n'arrête pas de parler d'Andrea, il a des étoiles dans les yeux, vraiment, il lui a fallu une soirée pour être totalement accro. Mais on vous rappelle qu'Andrea a quand même sa petite renommée dans la communauté de Josie. Ce n'est donc pas la première fois que ça lui arrive, les fanboys, elle a l'habitude. Surtout qu'elle a appris pendant la soirée que Fabien a déjà une copine, donc c'est un peu bizarre, mais pour elle, il n'y a aucun souci, elle va juste l'ignorer. Et alors qu'elle n'y pense vraiment pas, les heures passent, jusqu'au moment où elle reçoit un message privé sur Discord. Un message d'une personne à qui elle n'avait jamais parlé auparavant, donc c'est une invitation. Et on vous le donne dans le mille, oui, c'est bien notre cher Fabien. Celui-ci lui annonce qu'il n'est plus avec sa copine, qu'il va mal, qu'il a besoin d'aide. Et surtout, il n'hésite pas à lui déclarer sa flamme, c'est vraiment super soudain et direct. Vraiment, il ne prend aucune pincette, il y va mettant carte sur table. Andrea essaye comme elle peut de calmer ses ardeurs. Et pour le coup, elle y met vraiment du sien également. Elle se déterre à lui parler quasiment toute la nuit pour lui décrire pourquoi ils ne peuvent pas être ensemble. Et tout ça dans la bienveillance la plus totale possible, elle veut vraiment l'aider, elle n'a aucun autre but. Mais malheureusement, ça ne marche pas du tout. On est maintenant tard dans la nuit quand Fabien lui propose d'aller boire un verre le lendemain. Bien évidemment, Andrea décline son offre, elle se dit qu'il n'a rien compris. Ça fait littéralement des heures qu'elle essaie de lui faire comprendre qu'elle n'est pas intéressée, mais bon, sa patience a des limites. Fabien commence littéralement à la supplier, mais la jeune femme reste sur sa position et décline une nouvelle fois. C'est alors qu'il lui envoie un message qui va vraiment la troubler. « Je passe te prendre chez toi. » Son sang se fige. Vous l'imaginez bien, elle ne lui a jamais donné son adresse. Alors, est-ce que c'est du bluff ou alors est-ce qu'il connaît vraiment son adresse? Cette question la terrorise. Alors qu'Andrea voyait tout ça comme une situation sans danger, elle se rend vite compte que ce n'est peut-être pas le cas. Plus tard d'ailleurs, elle découvrira que Fabien a trouvé son adresse grâce à une photo postée par Josie sur Twitter. Sur cette photo prise sur le balcon d'Andrea, on peut voir l'enseigne d'un magasin et c'est grâce à ça que Fabien l'a retrouvé sur internet avant de calculer l'angle de prise de vue avec Google Street View. On est d'accord avec vous, on est très vite passé d'un fanboy amoureux à un stalker carrément flippant. Bref, maintenant qu'on sait de quoi il est capable, revenons à notre fameuse soirée où il a indiqué venir la chercher. La jeune femme passe la soirée calfeutrée derrière sa porte. Elle-même ne sait pas pourquoi elle le prend tant à cœur, mais elle sait que c'est le genre d'individu qui pourrait mettre vraiment ses menaces à exécution. Et alors que la soirée s'étire et s'allonge, elle reçoit finalement un nouveau message de Fabien. Bonne nouvelle, et encore une fois c'est très soudain, mais apparemment il s'est remis avec sa copine. À ce moment-là, Andrea éprouve un vrai soulagement. Est-ce que ça veut dire qu'il va enfin la laisser tranquille? Pour le moment, elle n'en sait rien, mais elle est soulagée et il n'y a rien d'autre à signaler ce soir-là. La jeune femme va se coucher sur ses deux oreilles en se disant que cette histoire est enfin réglée. Mais non, ce n'est pas du tout le cas. Parce que quelques jours plus tard, la copine de Fabien demande des explications à Andrea. On ne sait pas vraiment ce qu'elle entend par là, mais elle en veut. Et bien entendu, celle-ci, qui n'a absolument rien à se reprocher ni à cacher, raconte toute l'histoire. Andrea n'a rien fait du tout, alors que Fabien, lui, la draguait très ouvertement. Mais ce dernier nie en bloc et devient verbalement violent avec Andrea. Sur le serveur Discord, en public donc, il la traite de folle et de mythomane. Mais on vous l'a dit, Andrea est quelque peu appréciée de sa commu Discord. Les gens prennent donc rapidement sa défense, tandis que Fabien, lui, se fait tranquillement ban. En tout cas, heureusement que vous les abonnés, vous n'êtes pas comme ça, parce que notre serveur Discord est vraiment un monde de bisounours, c'est trop cool. Bref, le temps passe, Andrea continue de travailler et un beau jour, elle rencontre un homme. Pour le coup, il n'a rien à voir avec son travail. Il est beau, intelligent, vraiment, il est parfait pour elle et il est très loin de son serveur Discord.
Très vite, c'est l'idylle qui s'installe entre eux, ils tombent amoureux et après quelques temps, ils se fiancent. Et après tout ce temps, aimant le travail de Josie et en ayant appris un peu plus, il rejoint finalement son Discord et participe activement au live. Il arrive parfois à glisser quelques dédicaces à Andrea dans le chat, c'est assez mignon en soi, sauf qu'il y en a un à qui ça ne va pas du tout plaire. Oui, lui-même, notre Fabien national. Même s'il s'était fait ban du Discord, il est toujours super actif sur les lives de Josie et n'acceptant absolument pas cette nouvelle relation, il décide de s'en prendre à lui. Et c'est peu de le dire, parce qu'un soir qui s'annonçait complètement classique sur le serveur Discord vire au cauchemar. D'un coup, un raid de bots est lancé sur le serveur. Pour ceux qui ne sont pas forcément familiers avec le vocabulaire, en gros, ça veut dire que le serveur est tout d'un coup spammé par des bots. Et ces derniers ne postent pas du tout du contenu joyeux, non. En fait, ils postent sur le serveur des deepfakes à caractère très explicite, voire même pornographique d'Andrea. En gros, ce sont des fausses images faites à partir d'intelligence artificielle et de photos d'Andrea. Et directement, le nouveau compte de Fabien est bien évidemment banni par Andrea, qui est littéralement sous le choc face à ces images horribles. Le problème, c'est qu'il revient sur le serveur. Encore et encore sur différents comptes et pseudonymes. Au total, il aura créé plus de 135 comptes, pour vous dire le malade. Et à chaque fois, il crée des problèmes et n'est pas docile, et d'ailleurs il est très vite remarqué. Dès que l'un de ses nouveaux comptes apparaît, il envoie des menaces explicites à Andrea. « Tu n'as nulle part où te cacher. Je vais te voler. » À partir de ce moment, il commence même à utiliser les vrais noms et prénoms d'Andrea à chaque fois qu'il la menace. On le précise quand même, elle ne lui a jamais donné. Elle n'a donc absolument aucune idée de comment il a pu l'obtenir. Finalement, n'en pouvant plus, Andrea dépose une plainte à la gendarmerie après avoir reçu le message de trop. « À la Paris Games Week 2020, j'aurai un couteau. » C'est absolument terrifiant. La jeune femme ne pense qu'à ça, qu'à ses menaces, ça devient vraiment très pesant dans sa vie. Bon, pour le coup, ces menaces n'ont pas été mises à exécution, car toutes les conventions ont en fait été annulées en 2020 à cause d'une petite épidémie mondiale, on est sûr que vous en avez entendu parler. Et franchement, Andrea nous dit que ça l'a bien arrangé. Dans tout ce contexte, elle n'avait absolument aucune envie d'y aller, sachant que sa vie serait peut-être en danger. Et aujourd'hui encore, Andrea raconte cette histoire dans l'anonymat le plus complet par peur qu'il la retrouve. Et pour se débarrasser de lui, elle a vraiment mis tous les moyens, elle a déménagé, radicalement changé de travail. Et pourtant, quelques semaines avant de partager son histoire, elle affirme avoir des preuves concrètes qu'il continue de l'observer de loin. Nous, en tout cas, on espère sincèrement que ça va mieux. Et descendons maintenant un peu plus profond dans cet iceberg. Le sujet qu'on va aborder maintenant est, on préfère vous prévenir, très sensible. Avant de commencer, si vous appréciez cette vidéo jusque-là, n'hésitez pas à prendre quelques petites secondes pour liker et pour vous abonner, ça fait toujours plaisir et ça nous soutient. Et revenons à cette histoire plus que sordide. Déjà, rappelons-nous des bases. On est d'accord que la majorité des personnes qui regardent cette vidéo savent déjà comment marche le Discord. Si vous êtes un peu gamer, c'est certainement la base pour vous d'ailleurs. Mais pour ceux qui ne connaissent pas, en gros il s'agit d'une application qui sert à communiquer. Pour ça, il y a des serveurs que l'on peut créer pour rassembler plusieurs personnes. Ces serveurs peuvent être privés mais aussi publics. Et justement, c'est sur certains de ces serveurs que des choses étranges se passent. Pas sur celui de Kratos et Joe, bien sûr, n'hésitez pas à le rejoindre. Hypnotiste Sappho. Bon, déjà, il faut savoir que toutes les communautés sont représentées sur Discord. Mais il y en a une qui fait beaucoup débat. Vous en avez peut-être déjà entendu parler, il s'agit des Furies. C'est une communauté qui s'intéresse particulièrement aux animaux possédant des caractéristiques humaines. La plupart du temps, on les reconnaît très vite parce que l'usage de cosplay est très courant pour eux. Le problème, c'est qu'il y a également toute une communauté de personnes qui trouvent ce courant dérangeant. Vraiment sur Discord, mais aussi sur tous les autres réseaux sociaux, c'est une véritable guerre qui a lieu. Les deux camps s'opposent littéralement et de manière assez virulente. Mais aujourd'hui, on n'est pas là pour en débattre. On est là pour parler d'une personne qui a réussi à mettre d'accord les Furies et les anti-Furies. Quelqu'un qui a réussi à les faire s'accorder sur le fait qu'ils ont maintenant un ennemi commun. Et tout commence avec ce fameux hypnotiste Sappho, une hypnothérapeute autoproclamée bien entendu. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un métier qui existe et qui vise à guérir des personnes de quelque chose en utilisant l'hypnose. Ça peut être pour arrêter de fumer, ça peut être pour identifier un événement traumatisant, bref, vous avez compris l'idée. Et à la base, Sappho est en fait une créatrice de contenu. Elle a notamment commencé en publiant des jeux de rôle en réalité virtuelle.
Et c'est là que ça commence déjà à être étrange. Son contenu est assez explicite. Elle se met en scène avec un personnage étrange et semble essayer d'hypnotiser les gens, principalement de la communauté Fury qui y joue. Le problème, c'est que beaucoup se plaignent de ce fameux contenu. Les situations qu'elle propose dans son jeu sont plus qu'explicites et semblent parfois même hyper malsaines. On parle là de scènes dans lesquelles elle montre des images ambiguës avec des animaux, bref, c'est déjà horrible. Mais Sappho continue de se défendre en disant que ce n'est qu'un jeu de rôle. Bien entendu, et on va très vite le comprendre avec ce qui arrive juste après, ce n'était absolument pas le cas. Malheureusement, les choses empirent après qu'elle ouvre un serveur Discord. À la base, il est complètement public et il est censé servir à initier des rencontres entre membres de la communauté Fury. Juste là, ce n'est qu'un des innombrables serveurs comme il en existe des centaines sur la plateforme. Malheureusement, la situation va très vite dégénérer. La première chose qu'elle a commencé à faire, c'est envoyer des images sur le serveur. Des photos hyper bizarres, mais surtout hyper glauques. De temps en temps, entre deux conversations, elle publie une photo de jouets pour adultes qui ont des formes d'animaux. On est d'accord avec vous, c'est déjà très horrible et hyper dérangeant. Mais bien entendu, elle ne s'arrête pas là. Sur son serveur, elle crée un salon entièrement dédié à la publication de photos d'animaux. La particularité, c'est qu'à chaque fois, elle se retrouve dans des situations plus qu'inappropriées et dérangeantes. Bref, on commence tous à comprendre la direction que cette macabre personne est en train de prendre. Et elle ne va vraiment pas du tout s'arrêter là. Et en fait, au bout d'un moment, ce n'est même plus un secret. Elle ne se cache plus du tout. Hypnotiste Sappho se déclare elle-même zoophile et nous donne sa propre définition au cas où vous ne sauriez pas ce que c'est. I am a zoophile. You did not mishear that. I am a zoophile. I do not have a thing for humans. I am more attracted to dogs like German Shepherds. On vous le rappelle quand même, il s'agit d'une pratique bien évidemment totalement illégale et hyper dégueu. Sauf que malheureusement, et elle en fait partie, de nombreux groupes dédiés existent et pullulent sur internet. On peut par exemple parler d'un podcast horrible qui en parle, donne des conseils, c'est vraiment atroce. Et si on en revient à hypnotiste Sappho, elle ne se contente pas d'uniquement partager son horrible passion. Elle fait aussi du recrutement. Et c'est là qu'on rentre dans le dur du sujet. Voyez par vous-même avec ce témoignage glaçant. Quand j'étais hyper jeune, elle m'a manipulé en me faisant croire que j'étais un zoophile après que je me sois attaqué à elle. J'étais bien évidemment mineur et elle m'a invité dans des espaces 18 ans ou plus. Elle a également parlé de moi à des adultes. Elle m'a montré des choses que je n'aurais jamais dû voir à cet âge-là. Elle a vraiment essayé de me convaincre de devenir zoophile, m'a contacté alors que j'étais dans un état mental hyper vulnérable. Vous l'aurez compris, hypnotiste Sappho commence à s'en prendre à des personnes mineures en tentant de les manipuler et de les influencer. Et ça, elle va le faire sur énormément d'enfants. Des gens vont essayer de la confronter, mais voyez ce qu'elle en dit. Still does not have the mental capacity to go through with safely. Okay, so that very last part I disagree with. Elle est bien évidemment irrécupérable, mais heureusement assez de gens vont se plaindre pour que son serveur Discord, ainsi que tous ses réseaux associés, soient définitivement fermés. Vous croyez donc que c'est la fin de Sappho ? Bien évidemment que non. Malgré toutes les fermetures, elle décide peu de temps après d'ouvrir un site web. Un site très dérangeant où elle fait en fait une nécrologie d'elle-même, où elle s'identifie comme la représentante des personnes ayant les mêmes délires glauques qu'elle. Après ça, son activité va tout de même diminuer, elle sera de moins en moins présente et active. Elle continuera de donner quelques nouvelles dans les commentaires de certaines vidéos YouTube à son audience. Dans ses derniers messages, elle déclare être en suivi psychiatrique à long terme selon ses propres mots. Et si certains ont l'impression d'y voir une sorte de rédemption, en fait, ce n'est pas si sûr que ça. Parce que son dernier message concerne la miniature d'une vidéo YouTube parlant de son cas, dans laquelle le youtubeur s'indigne du fait qu'elle ait manipulé des jeunes de 13 ans. Et son commentaire ne laisse transparaître aucune culpabilité. Au contraire, elle semble s'en moquer. Elle termine son message en signant avec son prénom, son pseudo, puis disparaît complètement, très certainement pour le bien de tous. Connaissez-vous Elisabeth Báthory? Son nom comme ça ne vous dit certainement rien. Mais vous allez très vite comprendre son profil avec le surnom qui lui a été donné au fil des années, The Blood Countess.
À la fin des années 1600, Elisabeth était connue pour être la gourou d'une secte meurtrière qui a fait plus de 600 morts. Et les victimes en question n'ont pas été choisies au hasard. Il s'agit ni plus ni moins que de 600 femmes. Elisabeth avait en fait un mode opératoire bien particulier, mais diaboliquement efficace. Et on sait très bien, pas besoin de lire dans vos pensées, si pour l'instant vous vous demandez si Discord existait déjà dans les années 1600, on vous rassure, c'est non, mais pour comprendre l'histoire qui arrive, il vaut mieux que vous connaissiez ces quelques détails. Bref, revenons à son mode opératoire. En fait, Andrea allait voir des jeunes filles et leur promettait de leur offrir une éducation si jamais elles acceptaient de venir dans son château. Mais bien entendu, ce n'était pas pour prendre un thé. Elle ne respectait absolument pas sa promesse, elle les attirait pour finalement les faire assassiner pendant qu'elle regardait. Jusqu'aujourd'hui, on ne sait pas pourquoi elle faisait ça, mais on dit qu'elle le faisait uniquement pour son plaisir personnel de voir des personnes mourir sous ses yeux. Bref, vous avez été assez patient, le rapport avec Discord. Bien, et si on vous disait qu'il existe sur le réseau des serveurs qui pourraient presque s'apparenter à ce genre de secte? Dans cette histoire, nous allons vous parler du témoignage de Toby, nom qu'elle a choisi pour partager son récit sur YouTube. À l'heure où l'on vous parle, elle n'est pas très active, mais c'est le 11 avril 2020 qu'elle publie une vidéo dans laquelle elle raconte son témoignage glaçant. C'est vraiment le moins qu'on puisse dire. Tout a commencé alors qu'elle a rejoint un certain serveur Discord géré par une personne connue sous le pseudo de Nora. Et franchement au début, tout se passe méga bien. Les gens sont cool, l'ambiance est bonne, bref, elle passe de très bons moments dedans. Qu'est-ce qui pourrait bien clocher franchement? Vous allez voir, on sombre très vite dans le bizarre. Assez rapidement, Toby comprend que certains membres du serveur se rencontrent dans la vraie vie plusieurs fois par an. Et ça arrive à peu près 5 ou 6 fois. Mais ce ne sont pas juste des rencontres normales comme tout le monde. Parce qu'en fait, lorsqu'ils en parlent et que ça s'organise, on dirait plus que ça s'apparente à une genre de réunion. Un rassemblement qui dure quand même au moins 2 jours. À chaque fois, c'est la même chose, une sorte de rituel. Ils louent un grand Airbnb et y passent la journée puis la nuit. Bon, après tout, pourquoi pas. Au fur et à mesure du temps, Toby se sent bien dans ce serveur et donc elle aimerait bien pouvoir y participer au moins une fois, juste pour voir et se faire des amis. Sauf que malheureusement pour elle, on ne peut pas y participer comme on veut. Il faut que la personne derrière tout ça, celle qui gère ce serveur donc, la fameuse Nora, accepte. Toby, un peu anxieuse, lui envoie donc un message, mais le refus est catégorique. En même temps, il faut le dire, cette fameuse Nora n'est pas tendre. Ni avec Toby, ni avec quiconque d'ailleurs. Il suffit qu'une nouvelle personne intègre le serveur et pose très légèrement trop de questions pour que Nora la bannisse définitivement. On est d'accord, c'est très chelou, il y a anguille sous roche. Mais au départ, Toby n'a pas vraiment trouvé ça bizarre. Et malheureusement, avec du recul, elle se dit qu'elle aurait dû tilter bien avant. Bref, on en était au moment où elle se fait refuser, ce qui en soi n'est pas très grave. Elle est toujours dans les serveurs, elle peut continuer de parler aux gens qu'elle aime bien, et c'est le plus important pour elle. Mais bon, la curiosité de Toby s'aiguise, elle se pose quand même très certainement la même question que vous actuellement. Pourquoi est-ce qu'elle a été refusée? C'est quand même très étrange et elle n'a aucune explication, mais elle ne cherche pas à la trouver plus loin que ça. Et c'est quelques jours plus tard qu'elle se rend compte que 2 filles du serveur avec qui elle était plus ou moins amie ont, quant à elle, été acceptées pour participer à la fameuse réunion. Bon en soi, c'est tant mieux pour elle, vous nous direz? Eh ben non, on préfère vous prévenir, ce n'est vraiment pas pour le mieux. Mais ça pour l'instant, on n'en sait rien. Tout ce qu'on peut affirmer, c'est que dès que la réunion s'est terminée, les 2 filles ont définitivement quitté le serveur. Pas de au revoir, pas de petits messages, absolument rien du tout. Toby, face à cette situation, ne comprend pas, elle a plein de mystères en tête, mais finalement passe à autre chose parce que, après tout, elle ne les connaissait pas dans la vraie vie. Et c'est une semaine plus tard, au détour d'une conversation, qu'elle poste un selfie sur le serveur. Une photo complètement anodine, prise un peu à l'arrache pour le délire, mais peut-être pas anodine pour tout le monde, parce que dès l'instant où elle est postée, elle reçoit un message privé de Nora. Tu vas participer à la prochaine réunion. La coïncidence, il en s'agit d'une, est quand même très étrange et Toby s'en rend compte. Pourquoi est-ce qu'il a fallu qu'elle poste une image d'elle pour que Nora accepte de l'inviter à sa réunion? Alors finalement, après tous ces mystères, est-ce que ça se basait uniquement sur le physique? Ben jusque-là, ce n'est que spéculation de sa part, mais il semblerait qu'effectivement, Nora l'ait accepté parce qu'elle a jugé Toby comme étant suffisamment attirante. Mais clairement, cette raison est beaucoup trop chelou, c'est pourquoi celle-ci refuse complètement la proposition de Nora. Et ça a été l'une de ses meilleures décisions de sa vie, parce que quelques temps après, elle reçoit les témoignages d'une amie à elle qui a effectivement participé à l'une de ces réunions.
Ce qu'elle y apprend lui glace le sang. Apparemment, et vous commencez à le comprendre, ces réunions sont plutôt des prétextes pour regrouper des filles. Et on vous le rappelle, c'est une histoire vraie. Arrivés au Airbnb, on les force à avaler des quantités astronomiques d'alcool mélangées avec des substances étranges. Dès lors que celles-ci se retrouvent dans un état second, complètement impuissante, Nora les offre à ses amis masculins. Pour le plaisir seulement, elle regarde avec sadisme ces prédateurs abuser des filles qui ont intégré son serveur. Vous voyez maintenant un peu mieux le parallèle entre Nora et celui d'Elisabeth dont on vous a parlé au début de l'histoire. C'est carrément flippant. Et ce n'est pas un hasard, car c'est elle-même qui, lors de ces réunions, se dit vouloir continuer la quête d'Isabelle. Lorsque Toby apprend cette histoire, elle est complètement sous le choc. Mettez-vous 2 secondes dans sa tête, elle se dit qu'elle vient juste d'échapper à quelque chose de terrible, c'est le moins qu'on puisse dire. Pour autant, complètement révoltée, elle décide de ne pas fuir, mais plutôt de rester dans le serveur pour chercher des preuves pour le faire fermer définitivement, et ça relève quasiment du miracle, mais elle va réussir. Au bout de quelques temps, elle arrive à contacter la police, rassemble toutes les preuves et les témoignages qu'elle a pu récolter, et fait fermer ce satané serveur à vie. Bravo à Toby donc pour cette sérieuse réussite. Mais un témoignage comme celui-ci nous fait quand même nous poser des questions. Combien d'autres serveurs douteux et malveillants existent comme ça partout à travers le monde? Et surtout, combien n'ont encore jamais été révélés au grand jour? Vous avez peut-être l'impression que Discord est un lieu paisible, que c'est un de ces réseaux clean dans lequel vous pouvez surfer tranquillement, rencontrer des gens qui ont les mêmes délires que vous. Alors ne vous en faites pas, dans la plupart des cas c'est quand même le cas, mais vous allez voir qu'après ces quelques exemples qu'on s'apprête à vous présenter, vous allez faire un petit peu plus gaffe à qui se cache derrière le pseudo de cette personne que vous avez rencontrée en ligne. Et pour commencer, nous allons revenir en 2009 pour suivre un instant de vie de Joey et Carl. Ces 2 adolescents sont littéralement addicts aux jeux vidéo Modern Warfare 2. J'imagine que pour vous c'est la bonne époque, en tout cas nous ça nous rappelle pas mal de souvenirs. Bref, ils jouent énormément aux jeux vidéo en ligne, mais ils en ont marre d'être avec des inconnus. Ils veulent plutôt rencontrer des gens et jouer avec eux tout en discutant. Et quoi de mieux pour faire ce genre de nouvelles rencontres que Discord? Ils décident donc de regarder les serveurs dédiés et en rejoignent un en particulier, Modern Warfare 2 PS3. Et écoutez, au début, tout se passe vraiment bien. Il y a vraiment des gens qui jouent en ligne sur le serveur et donc ils arrivent à se faire quelques potes pour partager quelques games. Mais vous allez voir que l'histoire ne va pas durer très longtemps. Alors qu'ils sont en train de jouer, les 2 garçons se rendent compte de quelque chose d'étrange. Au début, ils n'arrivent pas vraiment à identifier ce qui se passe. Quand ils jouent, ils ont l'impression que c'est étrangement facile. Bon, et en fait, la raison est plutôt simple. Joey et Carl comprennent que toutes les personnes qui viennent du Discord utilisent des moyens de tricher au jeu. Sauf que eux, bien entendu, ils n'étaient vraiment pas là pour ça. Ils veulent jouer de vraies parties et donc ils commencent à se disputer avec les membres du serveur. Le ton monte dans le salon principal quand tout d'un coup, l'un des utilisateurs envoie une image. Puis un autre en envoie une différente. Un 3e membre encore différent envoie une photo. Le problème, c'est que ces images en question sont absolument horribles. On y voit des jeunes garçons de 10-11 ans faire des choses qu'aucun enfant ne devrait faire. Il s'agit effectivement là de pédopornographie. Et un grand nombre des membres du serveur semblent en posséder. Tout de suite, les 2 adolescents le quittent et préviennent la police. Heureusement, très peu de temps après, le serveur est fermé définitivement. Mais ce cas n'est justement pas isolé. Si ces 2 jeunes adolescents ont réussi à tomber sur un de ces serveurs complètement tordus de manière aléatoire, imaginez ce qu'il peut exister. Des centaines et des centaines de serveurs comme celui-ci existent encore aujourd'hui. Mais ces groupes ne se montent pas tout seuls. Pour ça, il faut des gens, des prédateurs, et pour le coup, Discord est connu pour en héberger beaucoup. On peut par exemple parler du cas de Jalen Kitna, ex-étoile montante du football américain. Promis à une belle carrière dans l'université de Floride, il a été arrêté chez lui le 30 novembre 2022 pour des raisons bien obscures. La police aurait reçu des indications sur le partage d'images mettant en scène des enfants dans des positions sexuelles scandaleuses sur Discord. En remontant la piste, ils se rendent compte que les images ont été partagées sur un serveur Discord par le téléphone de John Kitna, ancien quarterback de la NFL. Vous l'aurez compris, c'est en fait son fils qui a utilisé ses téléphones pour partager les photos. Après avoir remonté cette piste, la police trouve des extraits de conversations que l'individu aurait eu avec d'autres membres du groupe. Bien évidemment, le groupe a été fermé et Jalen interdit d'approcher son université avant au moins 3 ans, en attendant le verdict de son procès. On pourrait aussi vous parler du cas de Tyler Chase Compton,
19 ans, qui a été arrêté le 14 septembre 2022 pour possession de vidéos à caractère pédopornographique. Et encore une fois, tout ça c'est sur Discord que ça se passe. Les téléchargements et publications se sont faits dessus, et c'est d'ailleurs pour ça que la police a cité Discord à comparaître. Pour se défendre, ils ont déclaré avoir réagi rapidement en supprimant son compte ainsi que le serveur lié. Ce sont aussi eux qui ont averti la police en premier dès qu'ils se sont rendus compte de l'affaire, c'est pourquoi aucune charge n'a été retenue contre eux. On parle quand même cette fois de plus d'une centaine de vidéos uploadées par Tyler Compton sur Discord. Allez, une petite dernière pour la route. Cette fois, c'est une jeune fille dont le nom n'a pas été divulgué pour sa sécurité qui s'est retrouvée victime d'un prédateur. En 2021, la jeune fille de 14 ans rencontre Charles Quetzel, 27 ans, sur un serveur de jeux vidéo en ligne de Discord. Encore une fois, on est actuellement sur un serveur totalement public auquel tout le monde peut accéder. Après quelques semaines, l'homme arrive à la manipuler et à lui faire envoyer des photos et des vidéos explicites d'elle. Bien entendu, lui le fait également, c'est absolument horrible. Donc si vous vous demandiez d'où viennent les centaines de photos dont on parlait dans l'histoire d'avant que les pervers se partagent, eh bien elles viennent certainement de sources comme celle-là. Charles manipule complètement des mineurs sur Discord pour ensuite vendre toutes les vidéos à des personnes tout aussi dégoûtantes que lui. Heureusement, la mère de la jeune fille s'en est rendu compte à temps et a réussi à avertir la police avant que l'homme ne disparaisse dans la nature. Finalement, il a été retrouvé et condamné à 24 ans de prison sans possibilité de libération conditionnelle. Lors de son arrestation, de nombreuses images d'autres enfants qu'il avait manipulés sur Discord ont été retrouvées. Tous ces exemples ne sont qu'une infime partie de tout ce qui se passe sur Discord. Alors bien entendu, profitez de l'application, mais faites très attention à qui vous rencontrez. Nous sommes en 2019, alors que Bianca Michelle DeVince n'attend qu'une chose, intégrer l'école de psychologie de Mohawk Valley à New York. À ce moment-là de sa vie, elle a 17 ans. Et malheureusement, elle se bat contre beaucoup de problèmes. Très anxieuse de nature, elle est en proie à la dépression. Elle souffre également de quelque chose qui l'impacte énormément de sa vie quotidienne. Il s'agit du trouble de la personnalité limite. En gros, elle est très instable émotionnellement et a énormément de mal avec les relations et son image de soi. Bianca passe d'ailleurs la majeure partie de son adolescence à consulter, aller à des hôpitaux, etc. Bref, son enfance n'est pas hyper joyeuse. Pour essayer de s'échapper un petit peu quand même, histoire de penser à autre chose, la jeune femme passe énormément de temps sur les réseaux sociaux, notamment 4chan et Discord. Il y a vraiment beaucoup à dire sur 4chan, alors n'hésitez pas à nous dire si un épisode dédié, et notamment un iceberg, vous intéresserait. Bref, on vient de le dire, elle passe beaucoup de temps sur les réseaux, et malheureusement, elle vit ce qu'il y a de pire à subir quand on est dessus. Vous l'aurez compris, elle est en proie à du harcèlement massif. Pendant 2 ans, elle se fait littéralement spammer et est la cible d'un individu en ligne. Heureusement, cette histoire finit par se terminer et Bianca sort de ses griffes, mais elle a beaucoup de mal à s'en remettre. Malgré tout, c'est seulement quelques temps après qu'elle fait la rencontre de Brandon Andrew Clark sur Instagram. Et parlons un peu de lui. Né en 1997, il faut savoir que son enfance n'a pas non plus été un long fleuve tranquille. Son père a toujours été très violent avec sa mère. Il l'a par exemple vu la menacer avec un couteau pendant de longues heures quand il était encore enfant. Mais bon, depuis, de l'eau a coulé sous les ponts, et maintenant, quand l'histoire se passe, c'est un jeune homme de 21 ans. Et c'est justement à cet âge-là qu'il rencontre Bianca. Et au début, le feeling passe très bien. Les deux deviennent très rapidement amis. Ils sont même assez proches pour que le garçon soit considéré comme un ami de la famille de Bianca. Le petit souci, c'est que lui en veut plus. Mais Bianca ne ressent pas ce genre d'émotion pour lui, elle veut simplement qu'il reste ami. Mais malheureusement, le jeune Brandon n'accepte pas son sort si facilement. Apparemment, et selon les témoignages de gens proches de Brandon, il aurait tenté à plusieurs reprises de donner divers drogues et médicaments à Bianca sans qu'elle le sache pour qu'elle accepte d'avoir des relations avec lui. Clairement, il est obnubilé par cette idée. Et après son refus de se mettre avec lui, Bianca devient littéralement son obsession. Avançons maintenant un peu dans le temps, jusqu'au 14 juillet 2019, jour où Brandon propose à Bianca d'aller à un bar-concert ensemble. Complètement innocente et intéressée par le groupe qui se produit, cette dernière accepte. Ils arrivent donc ensemble au concert, et c'est là que Bianca remarque que parmi toutes les personnes présentes pour l'événement,
Alex. Il s'agit là d'un ami qu'elle a également rencontré sur internet. Les deux ont l'air très complices alors que Brandon essaye de se rendre le plus intéressant possible pour s'immiscer dans la conversation. La soirée avance, le groupe se produit et Bianca et Alex continuent de se rapprocher. Au bout d'un moment, Brandon va aux toilettes et lorsqu'il revient, il voit quelque chose qu'il n'aurait jamais voulu voir. Bianca et Alex sont en train de s'embrasser. Bon, ça par contre, c'est la goutte de trop. Et Brandon change d'attitude radicalement. On vous le rappelle quand même, Bianca et lui ne sont absolument pas ensemble. Mais bon, selon Brandon, la jeune femme lui appartient. Et elle est à lui et à personne d'autre. Quelques secondes après que Bianca et Alex aient commencé à s'embrasser, Brandon prétend devoir absolument rentrer. Il impose donc à Bianca de devoir partir parce qu'il doit la ramener chez elle. Bon, à ce moment précisément, l'histoire prend un tournant. Mais vous vous demandez peut-être quel est le rapport entre toute cette histoire et Discord, le thème principal de la vidéo de ce soir? Eh bien, c'est maintenant que vous allez le comprendre. Quelques instants après que les deux individus soient sortis du concert, Brandon envoie un message sur un serveur public de Discord. Désolé les connards, si vous voulez tourner autour d'une personne, il va falloir trouver quelqu'un d'autre. Et avec ce message, se trouve une photo. Celle d'une jeune femme avec la gorge tranchée. Ouais, il n'y a pas de mots pour décrire ça, mais vous l'aurez deviné, il s'agit malheureusement de Bianca. Il continue ensuite d'envoyer des messages en blâmant Alex et en disant par exemple, en parlant de lui, « J'espère que ça valait le coup, elle était censée rentrer chez elle aujourd'hui. » Sous-entendu que c'est à cause d'Alex que ce ne sera pas le cas. Il termine en disant dans le salon Discord, « Il devrait y avoir quelques articles qui en parleront dans les jours à venir. Amusez-vous bien. » Après ça, Brandon publie du contenu sur Instagram, sur Snapchat, où il fait des posts et des vidéos bizarres qui laissent sous-entendre qu'il a bel et bien assassiné la jeune Bianca. Et finalement, un peu plus tard dans la soirée, il appelle le 911. My name is Brandon. The victim is Bianca Michelle Devins. I'm going to myself. Just stay on the line with me, okay? No, I'm not going to stay in line with you. I'm going to be dead on the ground. Vous l'avez entendu. Brandon vient d'annoncer en live à la policière qu'il vient d'assassiner Bianca et la prévient également qu'il va sauter la vie. Mais ce n'est pas ce qu'il va se passer. La police prend bien évidemment et fort heureusement l'appel très au sérieux et envoie une patrouille très rapidement. Au moment où ils arrivent dans l'appartement, ils trouvent Brandon, couteau à la main, en train d'essayer de se planter le cou. Mais les policiers sur place arrivent juste à temps pour l'en empêcher. C'est dans ce même appartement que les autorités retrouveront le corps de la pauvre jeune fille placée sous une bâche. Brandon sera finalement condamné à 25 ans de prison sans possibilité de liberté conditionnelle. C'est d'ailleurs pendant son procès que celui-ci va tout avouer et décrire exactement ce qu'il s'est passé ce soir-là. Après le concert, lui et Bianca se retrouvent dans sa voiture pour rentrer. Mais c'est là qu'une dispute éclate. Il commence à l'engueuler de manière très virulente d'avoir embrassé Alex en disant qu'elle se servait de lui. Bianca, pour se défendre, lui rappelle bien qu'ils ne sont qu'amis et que cette sortie n'était en aucun cas un date ou quelque chose du genre. Finalement, complètement lessivée et ne voulant plus en parler, la jeune femme se dirige sur la banquette arrière et tente de dormir. C'est alors que Brandon s'arrête dans un coin silencieux. Il s'arme de son couteau, prépare son téléphone pour filmer toute la scène et la réveille. Elle ne l'a pas vu venir. Elle n'avait aucune idée de ce qui allait se passer. Brandon lui tranche la gorge tout en filmant toute la scène. Une fois décédé, celui-ci prend des photos qu'il va ensuite envoyer dans ce fameux serveur Discord. Petite précision tout de même, il n'a pas partagé la vidéo parce que, selon ses propres mots, il voulait la garder pour lui, pour pouvoir la revoir plus tard. Cette histoire est absolument horrible et a clairement traumatisé tous les membres du serveur Discord sur lequel a été publiée la fameuse photo plus que morbide. Avant de commencer cette histoire, si vous appréciez cet iceberg de l'horreur, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire, à liker la vidéo et à vous abonner, c'est très important. Revenons maintenant à cette dernière histoire. Tout commence sur un certain serveur Discord dédié à la rencontre de nouvelles personnes sur le jeu vidéo Perfect World. Et ce serveur est tout simplement nommé Perfect World Void. Bon, on ne sait pas si vous connaissez le jeu, si c'est le cas, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire.
Pour les autres, en gros, il s'agit d'un MMORPG d'aventure de fantasy qui se joue exclusivement sur PC. Bref, le serveur Discord contient pas mal de membres, les gens s'échangent des tips, parfois ils s'échangent leurs contacts pour jouer ensemble. Globalement, l'ambiance est plutôt bonne. Enfin, à l'exception d'un membre connu sous le pseudo de Menaz. Lui, pour le coup, c'est le contraire de la bonne ambiance dont on parle depuis le début. Clairement, c'est vraiment un méga rageux. Il fait tout le temps des crises, il est toujours énervé et surtout, il est hyper raciste. Il n'arrête pas d'avoir des propos plus que limites, il parle aussi souvent de suicide, bref, vous l'aurez compris, il est clairement toxique. Et c'est pourquoi il va très vite se faire bannir de ce serveur Discord, c'est tout à fait normal après tout. Mais bon, comme les modérateurs ont l'air plutôt patients et particulièrement gentils, ils acceptent de réintégrer Menaz dans le serveur après que celui-ci ait insisté pour revenir. Ok, petit bond dans le temps, nous sommes maintenant le 27 juillet 2019. Menaz, comme d'habitude, envoie un message sur le salon principal du serveur. Je vais assassiner mes parents et aller en prison. Lol. Ok, bon, les gens sur le serveur ne réagissent pas vraiment. Après tout, il est connu pour avoir ces espèces d'accès de rage, et donc il se peut qu'il dise ça sous le coup de la colère ou quelque chose du genre. Enfin, c'est une manière de parler, on est d'accord, hein. Il ne le pense pas vraiment. Les gens ne calculent pas. Vraiment, personne ne lui répond et tout le monde fait comme s'il n'existait pas. Le problème, c'est que quelques instants plus tard, l'individu poste une photo. On peut y voir une femme gisant sur le sol d'une maison. En dessous, Menaz a écrit « Voici ma mère ». Encore une fois, ça fout un méga malaise dans le serveur. Mais en même temps, personne ne le prend vraiment au sérieux. Ce n'est pas possible en soi, ça ne peut pas être vrai. Mais dans le doute, certains membres décident de mener leur propre enquête. Pour ça, ils téléchargent la photo et font une recherche inversée sur internet pour voir si l'image vient de quelque part. Peut-être d'un site, peut-être d'une vidéo, d'une série ou même d'un film, n'importe où. Mais rien. Les pseudo-enquêteurs du serveur Discord ne trouvent absolument aucune image qui corresponde de près ou de loin à l'image envoyée par Menaz. Est-ce que ça voudrait dire qu'il s'agit vraiment d'une photo qu'il lui-même a prise? Quelques instants après, une nouvelle image apparaît sur le serveur. Et cette fois, il indique que c'est sa grand-mère. L'ambiance devient complètement glaciale. Les gens commencent à le prendre au sérieux, mais en même temps, c'est un petit peu compliqué. Ils n'ont absolument aucune information sur lui, donc c'est pas facile de le dénoncer. En même temps, si ça se trouve, c'est juste un prank morbide, donc les gens sont vraiment dans le doute complet. Après avoir envoyé cette photo, ils se reconnectent au jeu Perfect World dans le plus grand des calmes. Certains des membres les plus engagés du Discord saisissent l'occasion et se connectent avec lui dans la game pour essayer de trouver son adresse IP pour peut-être trouver sa localisation. Malheureusement, c'est bien plus facile à dire qu'à faire. En parallèle de tout ça, alors que certains s'acharnent pour trouver plus d'informations sur lui, il envoie un nouveau message sur le Discord. Mon père et ma sœur sont les prochains. Bon, là ça commence à être sérieusement creepy. Cette fois, pas de photo. Et en fait, la raison, c'est qu'à ce moment-là, la police arrive chez lui. Mais alors, comment est-ce qu'ils ont fait pour le retrouver? La première concerne la fameuse adresse IP dont on vous parlait tout à l'heure, trouvée par des membres de la communauté Discord. Une autre théorie affirme qu'il aurait également envoyé les photos des corps à un ami à lui par SMS, et donc que c'est lui qui l'aurait dénoncé à la police. Peut-être que ce sont les voisins qui ont appelé, bref, on ne sait pas, mais tout ce qu'on sait, c'est que la police l'a trouvé. En voyant que c'est terminé pour lui et connaissant la suite des événements, Menaz décide d'envoyer un ultime message sur le serveur Discord. Je viens de massacrer toute ma famille, et je passerai probablement ma vie en prison si je parviens à survivre. J'espère vous avoir fait rire à un moment ou à un autre. J'espère que vous vous souviendrez des bons moments. Vous me manquerez tous. Mais alors à ce moment-là de la vidéo, vous vous demandez peut-être si tout ça est vrai. Est-ce que les photos étaient réelles? A-t-il véritablement commis tous les actes qu'il dit avoir fait? Eh bien oui, malheureusement, Menaz Zaman, de son vrai nom, a véritablement assassiné toute sa famille, c'est-à-dire ses parents, sa grand-mère et sa sœur, à coups de pied de biche avant de leur trancher la gorge. Il a attendu minutieusement que chaque membre de la famille n'arrive seul à la maison pour s'attaquer à eux. C'est totalement effroyable. Les photos des corps qu'il a envoyées sur le Discord sont donc bel et bien de vraies images de cadavres qu'il a prises juste après avoir commis l'irréparable. Après son arrestation, un procès a lieu dans lequel la juge qualifie son acte comme étant brutal, cruel, froid et impitoyable. Malgré le fait que l'homme tente en vain quelques excuses, je présente mes excuses à tous ceux qui ont été négativement affectés par mon geste, en particulier ceux qui connaissaient et aimaient ma famille. Il sera condamné à 40 ans de prison sans possibilité de liberté conditionnelle. L'homme aura donc 64 ans à peu près quand il pourra demander à sortir. Mais alors, que s'est-il passé? Qu'est-ce qui a bien pu dégénérer dans sa vie pour qu'il en arrive là? Bon, déjà, il est clairement diagnostiqué comme étant psychopathe par tous les psychiatres qui l'examineront. Mais au-delà de ça, qui était-il en fait?
Ok, un peu de contexte. Nous sommes à Markham, en Ontario, au Canada. Avant de commettre son acte le plus horrible possible, Menace, 24 ans, vivait avec sa petite sœur de 21 ans, ses parents de 50 et 59 ans, ainsi que sa grand-mère de 70 ans. Et en fait, toutes les raisons pour lesquelles il va passer à l'action résident dans ses choix scolaires, comme il le résume d'ailleurs très bien sur le Discord avant le quadruple meurtre. J'ai commencé à sécher l'université la première année où je suis rentré pour le génie mécanique. Croyez-moi, si je pouvais remonter le temps, je le ferais. Mais après avoir échoué dans la moitié de mes matières, j'ai dû redoubler mon année. C'est là, au deuxième semestre, que j'ai commencé à déprimer, que je suis devenu athée et que j'ai finalement créé ce plan. Pendant 3 ans, j'ai dit à mes parents que j'allais à l'université, alors qu'en réalité, je traînais au centre commercial 4 jours par semaine. Il se trouve sur le même trajet que mon université. J'ai dit à mes parents que mes cours n'étaient pas très longs, alors je me détendais au centre commercial de 8h à 13h, tout en allant à la salle de sport de la communauté. J'ai fait ça parce que je ne voulais pas que mes parents ressentent la honte d'avoir un fils comme moi. J'ai choisi de les tuer plutôt que de le faire par lâcheté, parce que je suis athée et que je crois que c'est la seule vie que nous ayons. Je sais que ça peut paraître confus, mais ce qui est fait, et ce qui était prévu a été conclu. Je suis désolé si ça vous contrarie. S'il vous plaît, essayez de vous souvenir des bons moments. C'est donc littéralement parce qu'il avait peur que ses parents apprennent sa double vie qu'il a décidé de les assassiner de manière ultra brutale. Tout ça en documentant son acte en direct sur Discord et en faisant quelques parties de Perfect World entre chaque meurtre.